notre mieux, on cherche à résoudre des problèmes, mais ce qui nous arrive, c'est ça. On a un grand raz-de-marée qui risque de nous submerger, et concrètement, ça va prendre des formes, alors celles qui devraient vous parler, hausse des coûts, inflation, différentes pénuries, de l'insécurité. Alors ça peut être des troubles sociaux, des manifestations, ça peut être de la criminalité, ça peut être des tensions géopolitiques, différentes crises et aléas naturels ou humains ou technologiques, de la pression fiscale, différents risques et une baisse de la demande, c'est plus dur de trouver des clients, ils ont moins de budget, et une baisse des marges, à cause des coûts forcément, voilà, il faut essayer. Donc, on risque d'avoir un peu tout ça qui arrive, et la question c'est pourquoi. Alors je vais vous présenter une petite image, on va voir si ça parle à certains et certaines d'entre vous. Est-ce que quelqu'un voit l'analogie qu'il y a derrière? Deux là qui ont souri? Oui. Donc pour les autres, je vous explique. Si vous prenez une grenouille et que vous la mettez dans de l'eau bouillante, alors le faites pas, c'est très méchant, hein, mais la grenouille, par instinct de survie, elle va bondir hors du récipient pour ne pas finir brûlée. Par contre, si vous mettez la grenouille dans un récipient d'eau froide et que vous mettez l'eau à ébullition, le temps que l'eau chauffe, la grenouille va s'habituer en fait à l'eau qui se réchauffe et elle ne va pas sortir de l'eau alors même que l'eau devient bouillante et elle finit par mourir abouillantée. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'il va y avoir un biais, pour nous humains, par rapport à cette analogie, entre nos visions de court terme et ce qui se passe à long terme. En tant qu'humain, on est très bon pour des prévisions au trimestre. Si vous faites des plans à un trimestre, vos prévisions seront globalement fiables par rapport à ce qui se passera, à ce que vous serez capable de faire. Une année, ça fait déjà beaucoup, c'est un peu flou. Entre janvier, les bonnes résolutions, et décembre, il se passe beaucoup de choses. Donc déjà, ça devient plus incertain. Et à plus court terme, souvent, on surévalue ce qu'on est capable de faire, d'où les to-do list gigantesques dont on ne fait que la moitié. Voilà. Donc le trimestre, c'est notre échelle la plus pertinente en tant qu'humain. Mais au niveau sociétal, ce qui est le plus pertinent, c'est des évolutions sur plusieurs années ou plusieurs décennies. Donc c'est des grands cycles qui ne nous parlent pas dans notre vécu. Et c'est ces grands cycles-là qu'on va étudier un peu. Et pour vous montrer ce décalage des perceptions, c'est quand on regarde les 25 dernières années, 25 ans en arrière, l'Europe et son voisinage proche. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une succession de crises d'ampleur et de durée variées. Donc là, je vous les ai mis avec une superbe animation. Les plus grandes étaient la crise financière de 2008 et ses conséquences, la crise de la Covid en 2020, et un ensemble de conflits qui ont des répercussions directes sur notre territoire. Les attentats du 11 septembre qui ont entraîné des interventions en Afghanistan et en Irak, qui ont entraîné des attentats à Madrid et Londres qui participaient à la guerre en Irak. Un moment ou un autre, il y a eu le printemps arabe avec la guerre en Libye, la déstabilisation de la bande saharo-sahélienne et les conflits et les répercussions au niveau Daesh. Et pareil, nouvelle série d'attentats, différentes crises en Europe de l'Est, y compris Azerbaïdjan et Arménie, qui ont des conséquences en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, puisque l'Azerbaïdjan a contribué à mettre un peu d'agitation dans nos territoires d'outre-mer, et la guerre en Ukraine qui est le prolongement d'une succession de crises, avec crise de l'énergie, crise des réfugiés, etc., etc. Donc on a enchaîné 25 ans de crises, qui sont une norme, sauf qu'on continue de les voir comme exceptionnelles. Donc c'est important d'avoir cette prise de recul, en fait, où nous, on ne le vit pas forcément comme ça. Ces années-là, on se dit, ouais, bon, ça allait, il y avait des difficultés, mais à l'échelle des sociétés, ça a été une succession de crises, quasiment. Et pareil dans les années 90, pareil dans les années 80, donc en fait, l'histoire de l'humanité est une succession de crises, donc c'est un peu un état normal, même si, au niveau économique, on a des périodes où ça se passe plutôt bien. Moi, ce que je fais par rapport à ça, donc je vous présente un peu mon activité, c'est de l'accompagnement du changement. Si je vous en parle, c'est parce que cette conférence s'inscrit dans cette dynamique. Donc, je pars d'une situation qui n'est pas satisfaisante, alors à niveau sociétal, et après ça se décline au niveau des secteurs d'activité, des entreprises, et le but, c'est d'amener l'organisation, le réseau, vers une situation beaucoup plus souhaitable. À niveau sociétal, j'ai essayé de la caractériser, donc ce serait quelque chose de plus durable, une forme de prospérité malgré les crises, toutes les choses qu'on entend derrière, transition écologique ou autre, même si c'est toujours assez flou. On parle de transition, mais on ne dit jamais pour aller à quoi ça ressemble à la fin. On voit juste le chemin sans voir l'arrivée. Donc c'est essayer de l'expliciter. Ça passe par une succession d'étapes où les acteurs, donc les individus, les organisations,
vont passer par différents états. Ils sont sensibilisés, puis ils sont informés. Une fois qu'ils ont l'information, ils deviennent acteurs, ils agissent. Et les plus engagés vont devenir promoteurs et engager d'autres individus dans le circuit. Mais ce passage d'un état à l'autre nécessite des actions spécifiques. Donc moi, c'est ce que j'appelle un parcours d'engagement, ça, où là, il faut les alerter, là, il faut les comprendre, il faut les aider à comprendre, à anticiper, etc., etc. Et ça se fait avec de la stratégie. Donc, ce sont des schémas que vous avez en avant-première, puisque j'ai mis des années à essayer de clarifier ce que je faisais. Et la stratégie le plus simplement possible pour moi, c'est on coordonne des humains pour mettre en lien des idées et des actions, et ces éléments-là permettent de résoudre une insatisfaction définie au préalable. Donc voilà un petit peu ce que je fais en simple. Et la conférence d'aujourd'hui, elle se situe ici, et un petit peu ici si on a le temps. Pourquoi ? Parce que si vous êtes présent ici, c'est que vous êtes déjà sensibilisé. C'est ça, vous pensez que c'est important, ce qui fait que quand on parle de cybersécurité, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés qui viennent. Quand on parle de RSE, c'est déjà des gens sensibilisés. Donc, c'est dramatique, mais les personnes qui devraient être le plus présentes, ce n'est pas elles qui viennent. Mais c'est normal, c'est humain. Donc, on se situe à ce niveau-là. Quelques exemples, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que ça peut faire très vite conceptuel et nébuleux, et c'est un de mes défauts. J'ai pu faire différents types de missions, donc accompagner des dirigeants pour leur modèle économique, des projets d'investissement, travailler pour des réseaux. Donc c'était le réseau Initiative dans le Grand Est, pour les aider à gagner en efficacité dans la manière de travailler ensemble, ou toute la partie plus sécurité-défense avec détecter des signaux faibles, annonciateurs de rupture, lorsqu'il se passe des choses dans l'actualité, on se dit tiens, c'est anodin ou ça va annoncer une vraie grosse crise potentiellement. Donc voilà un petit peu l'idée. Aujourd'hui, sur la conférence, petite précision, je vais peut-être être un peu critique, peut-être un peu excessif. C'est normal, parce que le but, c'est d'essayer de vous rendre perceptible des phénomènes qu'on pourrait nuancer sur plein de petits aspects. Mais ce que je disais avec un ami par rapport à certains camarades de Sciences Po, nous, par excès de critique, on en devient nuancé. On cherche à avoir une idée, on essaye d'avoir son contraire, à la fin, on voit un peu comment ça se passe. Beaucoup, à force de nuances, ils perdent tout esprit critique. Donc, le but, c'est de vous bousculer un petit peu. Donc, je vais essayer comme ça de rendre saillants des éléments qu'on pourrait nuancer. J'ai des centaines d'atlas, de cartes, tout ce que vous voulez pour apporter toutes les nuances, mais ça prendrait des jours de conférence et je ne pense pas que vous ayez des jours de disponibles. En plus, c'est moins captivant. Pour ça, plan de la conférence, avec le fond crème, comme ça vous permettra de vous repérer sur quand est-ce qu'on voit l'architecture globale. On va voir 3 parties. Ce qui se passe au niveau du monde, parce que c'est l'échelon pertinent pour comprendre les grandes évolutions qui nous arrivent à nous maintenant en France. Qu'est-ce que ça fait au niveau européen ? Et la France, qui fait partie de l'Europe, réagit d'une manière spécifique, comme chaque pays, avec sa culture, son économie, tout un ensemble d'éléments qui lui sont propres. On va commencer par voir que nous sommes en train de vivre, donc sur plusieurs années, voire décennies, la fin d'un modèle de développement, d'un modèle de civilisation que j'ai proposé, que je vais vous présenter, sachant que ça, c'est quelque chose de normal. Tous les 3-4 siècles, des grands empires, des grandes civilisations finissent par disparaître, par se transformer. Et donc là, on est en train de vivre la fin d'un modèle qui a commencé à la fin du XVIIIe. On verra lequel après. En Europe, ça se conduit à ce que j'appelle une tiers-mondisation. Donc, je ne suis pas le seul à en parler, il y a plein de raisons qui l'expliquent. Et on va essayer de voir où est-ce que ça va. Et à très court terme en France, parce qu'on risque de mal vivre ces changements-là, parce que c'est compliqué de faire changer les choses, il y aurait un risque majeur de révolution. Donc révolution, ce n'est pas les gens sur les barricades et c'est la démocratie. C'est un peu plus compliqué que ça et un peu plus sale aussi. C'est des dynamiques un peu complexes. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner, avec 3 ingrédients explosifs, sachant que c'est un risque. Je n'ai pas de certitude quant à l'avenir. Je sais juste qu'à 10 ans, par rapport à l'histoire de France et à pas mal d'éléments, on risque d'avoir des petits chamboulements. Un peu plus que la dissolution de l'Assemblée, ce genre de choses. Ça peut être des petits signes avant-coureurs, mais ça ne suffit pas à faire une révolution. Donc voilà un peu ce qu'on va voir. Donc, autant vous dire qu'on va bien rigoler. Oui. J'utiliserai 3 images, donc ça vous permettra de vous repérer assez facilement sur les parties.
et elles n'ont pas été choisies pour rien. Là, on retrouve l'image de la vague sur la fin d'un modèle de développement, pour une raison simple. Je prends une citation de Paul Valéry. « Les événements ne sont que l'écume des choses, ce qui m'intéresse, c'est la mer. » Là, dans l'actualité, vous voyez beaucoup de tensions géopolitiques, de problèmes sur la cybersécurité et autres éléments. Là, je vais vous proposer une vision qui les fait se considérer comme des symptômes et des conséquences d'une transformation plus profonde. Et le but, ça va être de voir qu'est-ce qui fait que le monde évolue dans ce sens-là. Pourquoi les populismes, les formes de protectionnisme, les RN et compagnie sont en progression. Ce n'est pas un accident qui vient ralentir un progrès qui serait inéluctable. C'est une transformation plus profonde. Et donc pour ça, il faut revoir nos perceptions et trouver une grille de lecture qui soit opérante. Alors je vous propose 3 lectures d'été, si vous voulez. C'est vraiment l'ossature, la colonne vertébrale que vous pouvez ensuite enrichir et compléter avec moult analyses très détaillées. Premier ouvrage, prix Nobel d'économie 2024. Prospérité, puissance et pauvreté. Il se lit comme un roman. C'est 500 pages, mais il est superbement illustré de cartes, d'exemples historiques. Il est génial. Ce livre explique pourquoi des pays sont devenus riches et le sont restés, et d'autres sont devenus pauvres et le sont restés. Et les auteurs disent que ce n'est pas un problème de géographie, ce n'est pas un problème de culture, puisqu'il y a plein de contre-exemples avec des populations, même culture, même géographie, qui pourtant ont des développements radicalement différents. Prenez juste Corée du Nord et Corée du Sud, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est la Grande-Bretagne qui a lancé la révolution industrielle, alors que c'était un des territoires les plus pauvres en Europe pendant des siècles? Et pourquoi il y a eu un tel décalage entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est, alors qu'ils partaient au Moyen-Âge sur un plan à peu près similaire? Donc ils analysent tout ça en détail. Leur analyse est très politique, ce qui est intéressant. Ils montrent surtout les systèmes politiques, mais j'y reviendrai, qui expliquent ces divergences à certains moments. Mais ils expliquent surtout qu'est-ce qui fait que les pays ont réussi aujourd'hui, avec les révolutions industrielles. Sauf que la réussite des pays aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain. Là, vous avez un second ouvrage qui montre toutes les limites à cette réussite, le rapport Meadows, classique, qui pose toutes les données de l'équation. Pollution, progrès technologique, économie, démographie, etc. Et il montre, tiens, si on améliore la technologie, qu'est-ce que ça change à l'équation? Est-ce que c'est possible, oui ou non? Et il passe en revue l'ensemble des paramètres de l'équation. Et donc arrive le troisième ouvrage, qui complète cette colonne vertébrale, et qui est l'effondrement des sociétés complexes. Alors, il y a beaucoup de livres sur l'effondrement, ils peuvent être plus ou moins flippés, c'est des gens, parfois, ils sont un peu dans le catastrophisme. Lui, c'est un anthropologue, donc c'est vraiment un chercheur, et son questionnement, c'est de dire, l'effondrement, on en parle depuis des siècles, ça fait fantasmer beaucoup de penseurs, et lui, ce qu'il veut, c'est trouver une explication de l'effondrement qui soit empiriquement validée dans tous les cas de figure, par rapport à des civilisations antiques, des empires antiques, l'empire maya, l'empire romain et tout un ensemble d'autres. Et donc il passe en revue les discours qui sont faits, les explications avancées, et lui en propose une qui semble fonctionner, ou en tout cas c'est celle qui, moi, m'a apporté une grille de lecture que je trouve pertinente pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Donc ce sont les 3 livres clés qui me semblent être les plus globaux, les plus structurants, et après c'est avec des atlas, des revues, différentes analyses que vous pouvez aller dans le détail des sujets abordés. Mais voilà un petit peu pour la base. Est-ce que jusque-là tout va bien? Bien. Souvent, puisqu'on parle de prise de recul et qu'on est sur des échelles de temps très grandes, on a une notion qui nous vient spontanément, c'est celle de progrès. Parce qu'on dit, en effet, il y a eu un progrès. Entre aujourd'hui et le Moyen-Âge, il y a du progrès. Ça dépend ce qu'on met derrière le progrès, mais globalement, on va tous s'accorder là-dessus. Donc, où en sommes-nous de cette notion de progrès? Avec une petite prise de recul historique. Ce qui fait qu'on a pu bénéficier de sociétés développées aujourd'hui, c'est la croissance. Et la croissance, c'est quoi? Du progrès technologique, des rendements d'échelle et des économies d'échelle qui génèrent un surplus qui est réinvesti, redistribué et qui permet une concentration sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Et le différentiel entre les deux, c'est la croissance. Ça va jusque-là? Normalement, en tant qu'entrepreneur, c'est des choses qui vous semblent familières, ça. Sauf qu'au niveau historique, ce qu'on regarde, c'est que ce n'est pas une progression linéaire, en fait, entre ici l'amélioration des conditions matérielles d'existence et ici le temps. On n'a pas quelque chose de linéaire, on a plutôt ça.
Des sociétés se développent, elles se complexifient, une administration, un système économique, l'essor des architectures, des arts, d'une pensée philosophique, de ce que vous voulez, l'essor de civilisations et d'empires, qui au bout d'un moment commencent à stagner, connaissent leur apogée, puis déclinent plus ou moins brutalement, voire s'effondrent. Et à un moment, on retrouve un cycle avec une renaissance. Donc ça, vous l'avez en Europe, avec Renaissance au moment de Charlemagne, au XIIe siècle avec les réformes grégoriennes, puis au XVIe siècle, la Renaissance dont on parle le plus, l'Empire chinois qui a duré 1000 ans, il a connu des phases d'effondrement assez dramatiques. Donc c'est cyclique, il n'y a pas forcément d'effondrement, des fois c'est juste des déclins, des stagnations, des régressions, donc ce n'est pas forcément brutal, mais ce sont des cycles. Et à la fin du XVIIIe, il s'est passé une anomalie. Un accident dans l'histoire de l'humanité qui n'avait jamais eu lieu auparavant, et cette anomalie est arrivée en Europe. C'est la première fois qu'il y a eu un accroissement des conditions matérielles et morales d'existence dans des proportions inégalées jusqu'à présent. Et ça, on a appelé ça la révolution industrielle, et je vais vous rentrer un peu plus dans le détail là-dedans, mais si je vous ai présenté cette logique cyclique avant, c'est que potentiellement, nous, on serait là. On a connu l'apogée de ce système-là, sans doute avec les 30 Glorieuses, peut-être un peu après, et que si on continue à suivre ces cycles-là, potentiellement on va aller sur autre chose. Pour ça, il va falloir comprendre les déterminants du système. Qu'est-ce qui nous a permis d'atteindre ce niveau de prospérité? Quels sont les grands facteurs qui, si on les bouge, ça bouge tout le reste, pour ne pas se perdre dans les détails, dans les subdivisions, les ramifications de tout ça. Parce que si on comprend ces déterminants, on va comprendre l'évolution future du système. Pour ça, 4 éléments. Les révolutions industrielles avec sources d'énergie et matières premières, l'État-nation comme forme politique dominante à l'échelle du monde, et les limites physiques avec l'environnement, dont on parlait, qui n'est pas une cause, mais plus un facteur accélérateur et aggravant des problèmes qui arrivent ailleurs. Déjà, ce qui s'est passé en Occident, donc j'inclus les États-Unis avec. Premier élément, l'affirmation des États-nations comme forme d'organisation politique. C'est une création européenne, ça arrive au XVIIe, surtout avec les systèmes westphaliens, à la fin de la guerre de 30 ans, dans le Saint-Empire romain germanique. C'est consolidé, affirmé suite à la Révolution française, où on veut vraiment un État, des frontières, une souveraineté, une population, si possible, cohérente au niveau culturel, homogène. Donc surtout dans la conception française, moins dans d'autres pays. Et ces États-nations ont lancé ou ont permis le lancement des révolutions industrielles. Avec le besoin en ressources et la compétition politique entre États, il y a eu la colonisation, une première vague de mondialisation, ce qui a permis partiellement de généraliser ce système. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a atteint 1 milliard d'humains sur Terre en 1800. Retenez Napoléon Ier, 1 milliard d'humains sur Terre, c'est la première fois qu'on est aussi nombreux. L'humanité a failli disparaître, parfois il y avait quelques dizaines de millions d'individus sur toute la surface de la planète. Donc là on arrive à 1 milliard, c'est significatif. Mais ça continue. Deuxième guerre mondiale et surtout les années 80, révolution technologique sans précédent. Il y a la décolonisation et la fin du bloc de l'Est, ensuite un accroissement du nombre d'États, et les États qui font l'indépendance adoptent des systèmes à l'européenne, à l'occidentale. Un État, des administrations, des frontières, tout un ensemble de principes. Et en 1945, on est 2,5 milliards sur Terre. Donc vous voyez, la progression, elle n'est pas encore phénoménale. Et là, on arrive sur 3 limites. 8 milliards d'humains sur Terre aujourd'hui. Ça augmente un peu vite. L'Anthropocène, où ce sont les êtres humains qui, par leur activité, vont être la principale cause d'évolution des écosystèmes et des forces naturelles. Et les États sont dépassés, ils ne sont plus viables en tant qu'entité politique pour gérer les problématiques par le haut, je vous en parlerai après, et également ils se disloquent. Donc il y a la fragmentation des États et leur dépassement par le haut. Donc la révolution industrielle, pour le faire en très simple, on crame une source d'énergie, ça fait fonctionner des machines et ça accroît la productivité dans des proportions très supérieures à ce que nous, humains, plus le travail animal, pouvons faire. Il y a eu plusieurs phases. À chaque fois, c'était une nouvelle source d'énergie, transport et communication. Ça, vous connaissez tous. Mais donc, quand on parle du numérique, tout ça, c'est super. Oui, mais c'est la même chose, mais sous une forme différente. On est toujours sur une dynamique d'accroissement de la productivité grâce au capital, grâce
aux machines, mais on est voilà, sur une nouvelle forme d'une tendance de fond qui, elle, n'a pas bougé. Alors oui, ça passe un peu vite. Si on regarde les limites de ces déterminants, les premières, c'est les sources d'énergie. Insupportable. Entre le milieu du 19e et de nos jours, l'énergie, on a un besoin qui est croissant, qui est constant. Il n'y a pas de remplacement des sources d'énergie. On a eu le charbon, on n'a pas fait disparaître le charbon, on a rajouté le pétrole. On n'a pas remplacé le pétrole, on a rajouté le gaz. On n'a pas fait disparaître le gaz, on a rajouté le nucléaire, l'hydraulique, les sources d'énergie renouvelables. Donc il n'y a pas de transition énergétique où on va mettre du solaire et de l'éolien pour remplacer les énergies fossiles. On rajoute des énergies renouvelables en plus des énergies fossiles qui constituent les 3/4 du mix énergétique mondial. Donc faire une transition énergétique, ça va être un peu compliqué parce qu'on consomme de plus en plus d'énergie. Donc ça, c'est la première grande limite. Après, qui consomme l'énergie? On regarde là, la pollution par habitant et le rond correspond aux émissions globales dans le monde. Le champion de la transition écologique, c'est le continent africain. Sauf que si on regarde dans le détail, c'est aussi le continent où il y a une plus grande part de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Donc si on voulait faire une vraie transition, il faudrait qu'on se rapproche des modes de vie, améliorés si possible, de ce qu'on trouve dans des pays en développement. Qu'on ait l'effet des confinements qu'il y a eu en 2020, mais en mode de fonctionnement normaux, à l'échelle du monde, tout le temps. Et encore, même ça suffirait peut-être pas parce qu'il y a l'effet d'inertie où si l'humain disparaissait du jour au lendemain, toutes les pollutions qu'on a générées pourraient avoir une inertie pendant 1 ou 2 siècles encore, donc il y aurait toujours un réchauffement à cause de cet effet d'inertie. Donc ça, c'est la première limite au niveau énergétique. Puis au niveau des matières premières, pareil, plus on est nombreux, plus on consomme de matières premières. Donc là, j'aurais pu mettre du détail sur les types de métaux, les types de matières premières, agricoles, non agricoles, etc. Mais ça aurait alourdi considérablement le diapo, donc je me suis arrêté là. Retenez juste qu'on a franchi tous les pics de production, que c'est de plus en plus coûteux d'aller exploiter les matières premières. Donc, ça risque d'être compliqué pour que le reste de l'humanité atteigne nos standards de vie et nous de les garder. Qui sont les grands gagnants du système? Les firmes multinationales, pour des raisons simples, ce sont les grands acteurs. Si on veut changer le système économique, ce sont ces acteurs-là qu'il faut aller voir, ça ne va pas être simple. Parce qu'elles ont des économies d'échelle et des rendements d'échelle inégalés. Pour TPE, PME, c'est impossible d'avoir la même chose. Ça leur donne une capacité d'investissement, pareil, inégalée. Surtout quand c'est une exploitation pétrolière, par exemple, ou une mine, c'est tout de suite des investissements colossaux. Elles ont un monopole technique. Elles peuvent jouer sur les différentes fiscalités, les différentes juridictions pour optimiser un peu leur marge. Et elles ont donc un avantage concurrentiel. Et ça, on les trouve dans les principaux secteurs clés qui font la base de l'économie, notamment le domaine agroalimentaire où la plupart des multinationales du monde, les plus grandes, sont issues de ce secteur. Coca-Cola, par exemple, est une des géantes, ou Nestlé, une des géantes de l'agroalimentaire. Mais aussi dans les mines, mais aussi dans les énergies. Donc ce sont ces grands acteurs dont on ne parle pas forcément qui font l'essentiel de l'économie aujourd'hui. Les seuls dont on parle beaucoup, c'est les GAFAM, les Facebook, les Google, les Amazon et compagnie. Mais ce sont qu'un aspect de cette ossature économique. Il y aurait beaucoup de nuances à apporter, mais dans l'idée, ce sont ces caractéristiques-là qui, économiquement, sont les plus viables, les plus intéressantes et qui font que les multinationales ont un rôle important à jouer. Mais c'est aussi le cas pour les États. Les États dépendent du système économique, parce qu'une croissance économique forte, c'est beaucoup de rentrées fiscales, et un marché domestique qui tend vers une forme d'autosuffisance, ça permet d'avoir une souveraineté économique, d'avoir accès à des technologies, à des armements, à tout un ensemble de choses, sans dépendre d'autres États, sans dépendre de contrats, de tout un ensemble de choses. Ça marche beaucoup dans l'armement, par exemple, ou alors dans le numérique. Donc les États, à un moment, pendant longtemps, étaient viables parce qu'ils avaient un marché domestique qui était à peu près autosuffisant, sauf qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la complexification et l'internationalisation des chaînes de valeur, on n'a plus forcément ce côté autosuffisant. Il y a plein de secteurs où si on se contente juste du marché français, les débouchés sont insuffisants pour que l'entreprise soit viable.
Donc il faut s'exporter, il faut s'internationaliser avec tout ce que ça peut entraîner comme problématique en termes d'intelligence économique. Et dans cette logique où les États ne sont plus d'une taille ou d'une forme suffisante pour être viables économiquement, on a leur dépassement par le haut avec les constructions régionales. Donc l'Union européenne et son marché unique, qui ont des équivalents économiques partout dans le monde, avec des constructions régionales. Vous voyez, c'est surtout cette logique économique qui prédomine à ces regroupements. Et l'Union européenne est une exception parce qu'elle a voulu mettre une dimension politique sur son marché économique, ce que les autres constructions régionales ne font pas. Donc ça, c'est le dépassement des États. On essaye d'avoir la même chose, la masse critique. 500 millions de consommateurs en Europe, c'est mieux que 68 en France. D'où cette logique d'essayer de mettre l'État à échelle, mais ça pose d'autres problématiques, parce que là, il faut la culture, il faut la cohésion, il faut plein de choses. Et en parallèle de ça, on a aussi la fragmentation des États, où si vous regardez au début du XXe siècle, il y avait plus ou moins 50 États dans le monde, et on est presque 200 États maintenant, avec des indépendances, différents séparatismes, mais également des communautarismes, une dislocation du lien social et de la cohésion nationale au sein des États, où on est archipélisé, on est plus proche d'une communauté qui partage les mêmes valeurs, et dans la même ville, on peut se retrouver très différents entre nous ici, on va supposer qu'on a des profils similaires, et des habitants d'autres quartiers à Rennes qui, eux, vont pas du tout partager le même référentiel que nous. Donc on a ce dépassement des États par le haut et par le bas. Ce qui pose souci aussi. Et enfin, l'environnement, c'est là où c'est le plus intéressant, je trouve. Déjà, c'est quelque chose qui est complètement prévisible. En gros, l'environnement, vous prenez tous les facteurs de risque naturels, sur les 50 dernières années, ils ont fait x5. Mais ce sont les mêmes. Par exemple, en France, vous savez que les principaux risques, ça va être les inondations en premier, en montagne, les crues, au niveau du littoral, les tempêtes, tout ce qui est submersion ou autre. Vous allez avoir tout ce qui est variation de température, des épisodes de chaud extrême, de froid extrême, et vous savez qu'ils vont être plus forts, plus nombreux, plus fréquents, plus variables. Donc on peut passer du très chaud à très froid d'un seul coup. Donc tous ces facteurs de risque, ils s'accroissent en ampleur et en fréquence. Mais ils sont prévisibles. Donc là, vous avez une carte avec les zones qui vont se désertifier, les zones sujettes aux ouragans, les zones sujettes aux submersions. Je ne vous ai pas mis la carte avec les principales métropoles et les densités de population dans le monde, mais vous voyez que la majeure partie de l'humanité est exposée à des zones de risque. Et que ce qui fait l'avantage, par exemple, des États-Unis avec la Silicon Valley ou la Chine qui est construite, dont les principales infrastructures sont sur le littoral, sont sur des zones à risque assez importantes. Et en Europe, on s'en sort plutôt bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura rien. On voit bien les inondations et tout, on est touché. Mais par rapport à certaines régions du monde, ça passe. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est les problèmes écologiques sont d'abord un problème économique. Mais ça, ce n'est pas perçu par les gens. Souvent on dit on protège la nature, c'est important, les petites fleurs, les petits oiseaux et tout. Il y a une espèce d'impératif moral. Mais si on leur dit non, parce que si on ne le fait pas, on va juste se prendre un gros mur au niveau économique. Et la raison est simple. Là, vous regardez le coût des catastrophes environnementales à échelle du monde en milliards de dollars, des années 70 à nos jours. Donc on a des coûts qui sont croissants. Il faut réparer les dégâts, et ça, c'est qu'une partie des coûts. En plus de ça, vous avez la prévention des crises, il faut acquérir des capacités, faire des stocks, tout un ensemble de choses. Au niveau financier, les assurances, comme il y a des risques, les taux d'intérêt augmentent, donc ça rajoute des coûts. La perturbation des chaînes logistiques, il suffit qu'un bateau se coince dans le canal de Suez et mince, ça fait des petits soucis pour le reste. C'est purement de la science-fiction, ça n'arrivera pas. Et le coût de remplacement des services écosystémiques. La nature nous rend plein de services gratuitement, épuration de l'air, épuration de l'eau, fertilisation des sols, pollinisation des plantes, sauf que si à un moment les insectes ne le font plus, il faut des gens qui pollinisent les fleurs. Donc on rajoute un coût pour ce que la nature faisait gratuitement avant. Donc, qui va payer ça? Donc ça existe déjà. Vous regardez des régions en Chine, ils sont tous avec leurs pinceaux à polliniser les fleurs. Bref. Donc ça augmente, les coûts augmentent de partout. La grande question que je vous pose par rapport au schéma de la croissance, c'est est-ce qu'on ne va pas vers la faillite d'un monde? Alors, on a une hausse des coûts de l'énergie, de plus en plus dur à exploiter, donc voilà, c'est de moins en moins... Il y avait un ratio qui était fait, si on consomme un baril de pétrole, combien est-ce qu'on peut en produire?
Et durant les 30 Glorieuses ou avant, c'était 1%. Maintenant, on est sur 1 pour 3, 1 pour 4, ou parce que voilà, il faut de plus en plus d'énergie et de coûts pour réussir à produire la même quantité, parce que les gisements les plus facilement accessibles sont épuisés. On a tous cette image-là dans les Lucky Luke ou les trucs où on se balade dans le désert, un coup de pioche dans le désert, il y a un puits de pétrole qui jaillit. Bon, ça fait longtemps qu'ils ont été épuisés, maintenant ça n'existe plus. Mais il y en a eu des puits comme ça. Donc plus c'est difficile d'accès, plus c'est coûteux, plus il faut de l'énergie, donc moins c'est rentable en termes de ratio énergie produite, énergie consommée. Les matières premières non agricoles, notamment les métaux, qui sont principalement en Afrique et en Amérique latine, c'est les deux gros continents qui sont d'une richesse en termes de métaux, c'est assez incroyable. Les matières premières agricoles, dont la filière bois, j'avais fait un focus là-dessus, il y a un vrai potentiel sur la filière bois, mais c'est franchement compliqué. Mais ça fait tout, prévention des maladies, des inondations, ça a un potentiel pour plein de choses, mais c'est compliqué. L'eau potable, à un moment, il faut pouvoir boire. Les coûts environnementaux, tout ça, ce sont des coûts physiques, on a peu de maîtrise là-dessus. Là-dessus se rajoutent des coûts financiers, des coûts sécuritaires, sociaux, politiques, les coûts technologiques et d'exploitation. Donc ça, c'est humain, en théorie, on pourrait agir dessus. Sauf que si en face, on a une baisse des revenus parce que les gens se précarisent un petit peu, il y a moins de demandes, à un moment, on peut se retrouver comme ça avec des coûts plus importants que l'argent qui rentre. Donc des déficits, des dettes non remboursées. Dans le système de création monétaire, tant qu'il y a un intérêt, on emprunte 100 aujourd'hui pour rembourser 110 demain. Donc il va falloir les générer, les 10 de plus. Donc le système même de création monétaire avec usure, avec intérêt, implique qu'il y a une croissance. Forcément, sinon à un moment l'intérêt, il faudrait qu'il n'y ait aucun intérêt, mais le système financier n'accepterait pas ça. Donc c'est un peu compliqué. Donc forcément que dans ce système-là, à un moment, il risque d'y avoir décroissance, si on veut le dire poliment, faillite, effondrement, si vous voulez le dire avec des termes plus économiques ou politiques. Et ça, c'est l'objet de ces deux livres-là. Et c'est exactement la thèse, alors je la simplifie un peu, mais que l'auteur a trouvée. La plupart des grands empires se sont effondrés parce que les solutions qu'ils avaient pour faire face à un environnement difficile demandaient un investissement, par exemple dans l'armée, dans un système agricole, d'irrigation, un système de commerce, et qu'à un moment, l'investissement marginal, ce qu'ils rajoutaient pour augmenter leur capacité, se révélait être non rentable. Et ça devenait plus simple pour des populations de se dissocier du système et d'aller sur des modes beaucoup plus simples, moins complexes, et donc moins développés, que de continuer une dynamique qui économiquement n'était plus viable. Donc c'est très bien étayé. Il montre l'Empire romain, les Mayas et les Chaocans, des Amérindiens du Nouveau-Mexique, qui avaient un système de commerce très très étendu. Et donc c'est ce phénomène de faillite qui explique l'effondrement des sociétés, même si ce n'est pas l'État forcément qui fait faillite, c'est l'ensemble de la société avec différentes dynamiques. Et donc, un réflexe qu'on a, c'est que pourra faire l'État. Parce que quand il y a un problème énergétique, il y a le bouclier énergétique. Quand il y a une crise de la Covid, quoi qu'il en coûte, et hop, on trouve de l'argent, c'est bon, tout le monde est sauvé. Oui, sauf que si on regarde d'où viennent les moyens de l'État, en 2023, TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et d'autres taxes, notamment la taxe sur les essences, par exemple. Et si on poursuit le raisonnement que je vous propose, là, austérité, donc moins d'aide sociale. Il y a de l'inflation, des tensions sur le marché du travail, donc les gens se paupérisent un peu, ils consomment moins. Ou ils consomment d'occasion, ou ils achètent à pas cher chinois, voilà, tout un ensemble de choses, donc moins de TVA. S'ils se paupérisent, plus les expatriés, je vous en parlerai après, on va avoir une réduction de la part des ménages qui est imposable, c'est logique. Il y a moins de gens qui sont solvables, donc il y a moins de gens à payer l'impôt. Donc ça fait ça de moins pour l'État. Et pour les sociétés, pareil, plus de coûts, baisse de la consommation, éventuellement plus de pression fiscale si jamais un peu d'austérité, la concurrence avec d'autres continents qui ne jouent pas selon les règles de la concurrence libre et non faussée. Ça, c'est européen, mais même les Américains, la concurrence libre et non faussée, ça n'existe pas. Surtout les Américains. Réduction des marges, réduction des bénéfices, voire faillite. Donc ça fait moins d'impôts sur les sociétés pour l'État. Et bon, après, c'est les taxes sur le pétrole, la voiture électrique, on essaye de décarboner. Voilà, l'État n'y a pas vraiment intérêt non plus. Donc, qu'est-ce que l'État pourra faire ? Pas grand-chose en fait. Il est complètement dépendant du système. Et donc, qui remplacera l'État ? Parce qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas l'anarchie complète. À un moment, si l'État n'est plus en mesure d'assurer ses missions,
des acteurs se substituent à lui à différentes échelles, et dans le monde, ces acteurs, ils ressemblent à ça. Et dans beaucoup de pays, les États sont trop faibles et trop fragiles, et vous avez une offre de sécurité privée, vous avez des groupes d'autodéfense dans les villages, dans les villes, les gens sont armés. J'ai une amie qui est allée au Kurdistan irakien, elle a dit tout le monde est armé là-bas, ils ont les kalachnikovs dans le coffre de la voiture, comme ça si un jour il y a un problème, ils ont tous les armes. Donc oui, les banlieues, il y a beaucoup d'armes de guerre un peu cachées partout dans les banlieues, plus les gens qui commencent à s'armer parce qu'ils commencent à avoir peur. Je ne parle pas des territoires outre-mer. Guyane, c'est plus de 90% des moins de 25 ans qui sont armés. En Nouvelle-Calédonie, depuis les émeutes, pareil, ils s'arment. Martinique, pareil. Donc si l'État n'est plus capable d'assurer une offre de sécurité, j'ai une amie à Bordeaux, elle disait la police, elle ne vient plus dans son quartier. Et l'autre fois, il y avait des soucis dans la rue, elle les a appelés une demi-heure pour les avoir, puis ils sont venus une demi-heure après. Donc Mais c'est normal, ça ne disparaît pas, il se passe plusieurs choses. Et dites-vous bien, alors, sans mauvais jeu de mots, il y a un continuum entre une mafia et un État. C'est la même nature, c'est la même origine, mais ça prend des formes différentes. Les deux exerçant une force physique, donc la contrainte, et une captation des ressources qui sont plus ou moins réinvesties, alors pas forcément de manière égalitaire. Et ça peut impliquer du forme de clientélisme. Prenez les cartels de la drogue au Mexique, leur but c'est de s'ancrer dans la société, du coup ils assurent des formes d'aide sociale avec des logements sociaux, avec de l'aide alimentaire, ils font plein de choses pour s'acheter le soutien de la population. Donc il y a une forme de redistribution, ils substituent à l'État. Pareil en Afrique, il y a beaucoup de mouvements, Nigeria ou même au Mali, où les mouvements terroristes qui sévissaient s'appuyaient sur des ethnies qui étaient plus ou moins laissées pour compte ou marginalisées, voire persécutées par l'État. Par exemple, au Mali, toutes les ethnies du Nord, traditionnellement, étaient des esclavagistes qui faisaient des raids sur les populations du Sud. Et donc, avec le phénomène démocratique, les ethnies du Sud majoritaires prenaient leur revanche sur celles du Nord. Il y avait tout un tas de choses qui n'étaient pas forcément dans l'intérêt des populations du Nord, qui fait que quand il y a eu les mouvances djihadistes, les populations du Nord, ils nous payent si on leur garde les armes cachées dans le désert, là, près de nos troupeaux. D'accord, on accepte. Donc, il y a tout ce continuum où un groupe armé, un moment ou un autre, peut devenir un État avec des règles, on essaye de faire les choses un peu proprement, même si vous avez aussi en France une forme de clientélisme. Ça passe par des politiques publiques, on fait ça bien, mais il y a des intérêts électoraux, on fait des petites niches pour essayer de faire plaisir à certaines branches de l'électorat. C'est la même nature, mais avec des formes différentes. Et ça, vous l'avez avec ce schéma, où entre un groupuscule plutôt terroriste, des organisations territoriales et des États, des alliances institutionnalisées, vous avez tout un continuum comme ça, où à un moment ou un autre, pour remplacer un État, les groupes de guérilla mettent en place des systèmes de tâches d'huile, mettent en place des administrations parallèles. Ils remplacent l'État, mais y compris dans ses dimensions non sécuritaires. Ils sont obligés. Donc c'est un continuum, donc si les États font faillite, on aura autre chose qui prend la place, et ce ne sera pas juste l'anarchie où tout le monde se tape dessus. Les humains n'aiment pas l'anarchie. Ça, on pourra en reparler. Au fondement des États, on trouve des militaires ou des marchands. Ceux qui avaient le pouvoir politique, y compris la Grèce antique, les Athéniens, qui avaient le pouvoir, c'était 10% de la population, avaient des droits qui étaient proportionnels à leur capacité à contribuer à l'effort de guerre. Ils avaient 4 classes sociales, il y avait les rameurs en bas, après les hoplites qui pouvaient se financer l'équipement, certains pouvaient se payer un cheval, du coup ils étaient cavaliers, et les plus riches, ils finançaient les bateaux de guerre dans lesquels les autres ramaient. Et donc, selon leur place dans leur classe et leur capacité à financer l'effort de guerre, ils n'avaient pas les mêmes droits politiques. Les stratèges et les plus hautes fonctions, c'était seulement pour les plus riches. Donc ça, c'est l'aristocratie au Moyen-Âge, elle a le pouvoir politique parce qu'elle est censée protéger la population. Donc, en dehors de la guerre de 100 ans, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'occasions de le faire. Et à la Révolution française, on passe au suffrage universel masculin et ça va de pair avec la conscription. Tous les hommes sont appelés à se battre pour la patrie, en échange, on leur donne un droit politique. Donc il y a toujours ce côté où ce sont les militaires qui font le pouvoir ou les marchands, où là c'est le côté des commerçants, les plus républiques italiennes, Venise, Gênes ou autres, ou les Suisses, des bourgeois. On fait des affaires, on a tous intérêt à ce que ça se passe bien, on va mettre en commun des capacités pour se protéger. Donc là, on est plus sur des pays de culture fédérale, des cultures plus sur le consensus, le compromis, donc les Pays-Bas ou
On est moins sur le côté militaire, c'est la crise, il nous faut un homme fort qui impose sa volonté comme en France. Donc c'est les marchands ou les militaires qui ont fait la politique. Et le côté démocratique, c'est parce que le peuple est une ressource. Donc à un moment, on leur donne des droits parce qu'ils contribuent. Et puis s'ils sont armés, ouais, bon, d'accord, ils peuvent négocier des choses. C'est ce que me disait un prof en Suisse. Parce que moi, en tant que Français, lui, il avait sa vision de réarmer les citoyens. Il faut des armées de milices pour faire face aux groupes de terroristes et autres. On lui disait mieux que ça. Et moi, j'étais Français, je disais, mais c'est dangereux, on ne peut pas armer des gens comme ça qui ne devraient pas être armés. Puis il m'avait dit, vous savez, à l'heure actuelle, tous ceux qui ne devraient pas être armés le sont déjà. Ceux qui pourraient l'être sans problème ne le sont pas. Et ce que je vous dirais, c'est qu'un citoyen sans armes, c'est juste un contribuable. Donc il avait sa logique suisse, mais je me suis dit, ah oui, dans un sens. Donc voilà un peu l'idée. Qu'est-ce qui va se passer? Un peu de prospective, donc c'est un très bref aperçu. On retrouve les grandes incertitudes par rapport à l'avenir du monde sur le côté économie, énergie, système financier, les firmes multinationales et les écarts de développement. Et au niveau géopolitique, du point de vue français, l'ordre international, l'Union européenne et la place de la France dans le monde. Et on a 5 grands scénarios, donc ils répondent à chacune des questions que je vous ai présentées précédemment, donc c'est des jeux d'hypothèses variés. On a 5 grands scénarios. Soit ce sont les grandes multinationales qui vont faire la loi, donc c'est le côté mondialisation, mais un peu à leur profit, américaine ou chinoise, avec les BATX, par exemple. Soit on est dans une espèce de nouvelle guerre froide Chine-États-Unis, et dans ce contexte, il ne faut pas que leur société soit déstabilisée parce que ce serait une vulnérabilité par rapport à leurs concurrents. Donc ils vont verrouiller toute forme de changement parce que le changement, c'est un risque pour eux. Donc on verrouille tout, on va à la guerre joyeusement, et ça ne peut pas aboutir à quelque chose de positif. Et là, on a la démondialisation, le côté où là, bon, le titre est assez explicite, mais au moins on est libre. Pauvre mais libre, c'est comme ça qu'il pourrait s'appeler. Donc sur cette partie tiers-mondisation de l'Europe, où est-ce que ça va? Là, je résume ce qui a été vu précédemment. Des pénuries, rareté des ressources et hausse des coûts. Ça fait de l'inflation, c'est le grand phénomène, alors plus ou moins forte, mais c'est le grand phénomène qu'on aura dans les prochaines années, qu'on a déjà. Et dans certains pays, j'ai des étudiants qui sont allés en Erasmus en Turquie, et entre le premier semestre et le second semestre, c'était plus du tout les mêmes prix. Donc, nous, ça va, on a une monnaie stable, on ne la sent pas encore de trop, l'inflation. Historiquement, on a déjà connu des périodes beaucoup plus compliquées que ça. Sauf que là, avec l'inflation, on va avoir un cercle vicieux. Les États s'affaiblissent. Comme ils s'affaiblissent, moins d'aide sociale, moins de tout un ensemble de choses, baisse du pouvoir d'achat. Forcément, plus de pauvreté, donc de criminalité, ce qui affaiblit les États en retour, et donc on a un cercle vicieux qui peut se mettre en place. Le secret du truc, c'est que tous nos systèmes, ils sont d'abord et avant tout humains. Comme ils sont humains, on pourrait les changer. Ça, c'est pas une loi de la fin. Il y a une partie de loi physique avec l'environnement, mais ce n'est pas des lois immuables et irréversibles, puisqu'il y a beaucoup de comment est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on se comporte avec. Et le grand truc, c'est que réformer le système, d'où la partie France après, c'est comment on fait, mais c'est une galère incroyable. En plus, qui peut le faire? Parce que l'État ne peut pas si tout le monde n'y contribue pas. Il faut que l'Union européenne soit d'accord, ou alors qu'on fasse comme si. Et c'est ingérable, alors même qu'on pourrait. Et c'est ça qui est terrible, c'est comment on se coordonne à grande échelle pour changer un système, lequel, vers où, comment, sachant que la phase de transition, il faut tous la faire en même temps, sinon ça fera des gagnants, des perdants, ça va être ingérable. Mais on pourrait, mais parce qu'on ne le fait pas, on a ce que je vous ai présenté. Et donc, la question, c'est ça. Je vois une forme de tiers-mondisation. Alors, ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas dans 15 jours, c'est à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. C'est un pourrissement, c'est quelque chose comme la grenouille tout à l'heure, c'est pas un truc qu'on va sentir forcément, ou alors à l'occasion de chocs, une crise, un machin, certaines populations vont les sentir plus passer que d'autres, et elles ne se rétabliront pas forcément aussi bien que ce qu'il y avait avant. Donc ça ne va pas être quelque chose forcément qu'on va vivre, sauf gros crack. Et ça, je ne peux pas vous dire à quel point c'est probable, ça arrive parfois. On prenait l'URSS, à un moment, l'URSS, du jour au lendemain, je craque. Donc c'est possible. Le Liban, le Venezuela, voilà, vous trouvez tout un tas d'exemples d'États qui à un moment se font faillite, mais ça peut être aussi un espèce de lent pourrissement, plus ou moins indolore, enfin, à peu près. On a le temps de s'adapter, les gens sont habitués à avoir un mode de vie un peu débrouillard. La question, c'est vers où ça va, parce que ça, c'est le grand truc, c'est voir le mur et les problèmes, oui, mais c'est quoi la société qui émerge derrière? Ça, c'était mon grand défi quand j'ai réussi à trouver un truc en me disant logiquement, sans espérer que l'humain soit plus vertueux que ce qu'il est. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
Et de manière assez mécanique, on arriverait vers ce que j'ai appelé un 18e siècle 2.0. Je n'ai pas trouvé de meilleur nom, parce qu'avant les révolutions industrielles, ce n'était pas non plus l'âge de pierre. Il y avait des formes de civilisation, de développement, il y avait plein de choses. Et pourtant, il n'y avait pas les révolutions industrielles. Donc, il peut quand même y avoir un bon niveau de vie sans énergie fossile. Enfin, il y en aura quand même, parce qu'elles ne disparaîtront pas totalement, d'où le 2.0. On ne va pas régresser à l'âge de pierre, on gardera des choses, mais ce sera peut-être plus la société de consommation de masse, ce sera peut-être plus démocratisé, ce sera peut-être plus accessible à tout le monde. C'est ça le truc. Ça sera soit l'État, soit des riches, soit certains groupes, ce sera plus ou moins en mode dégradé. Mais normalement, on ne devrait pas régresser, voilà, on devrait garder les connaissances en médecine, en sciences, ou une bonne partie en tout cas. Sauf gros incidents. Mais si on suit la tendance qui me semble être la plus plausible, après ce sera à vous de vous faire votre idée, on ne devrait pas avoir ce craquage digne des grands films hollywoodiens où d'un seul coup, pouf, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'essaye d'être logique. Donc là, c'est une proposition, hein, je m'aventure en terrain inconnu. Il y a de l'inflation, donc forcément, les acteurs vont s'adapter. Les entreprises vont chercher à mutualiser des capacités. Donc on a des GIE, on a de l'écologie industrielle, on mutualise de la main-d'œuvre, ce genre de choses. Et les particuliers vont aussi mutualiser des capacités, covoiturage, Airbnb, ce genre de choses. Comme ça, ils font des économies parce que voilà, des Fab Labs ou autre. On va à la laverie plutôt que la laverie automatique plutôt que de s'acheter un lave-linge, ça coûte moins cher, et ce genre de choses. Si les ordinateurs continuent de se développer qui coûtent cher, peut-être qu'aller au cybercafé, ça coûtera moins cher que de s'en acheter un pour soi. Dans le même temps, moins de ressources, plus de crises. Donc les entreprises diversifient leur modèle, comme ça elles jouent sur plusieurs marchés. Donc s'il y a un problème au niveau d'un secteur, elles peuvent jouer sur les autres pour atténuer les dégâts. Plusieurs systèmes d'échange et de monnaie, parce que comme dans beaucoup de pays, quand il y a une monnaie faible ou un peu on ne sait pas trop, on s'appuie sur les autres. Et ce n'est pas forcément des systèmes monétaires, hein, ça peut être des systèmes... je vous demanderai après, les barters, ça vous parle ou pas? Oui. On en reparlera après, mais voilà, ça peut être une forme de donnant-donnant. Vous rendez service à un réseau, vous êtes crédité sur un nombre d'heures que vous avez fourni, et en échange, vous avez le droit d'avoir l'équivalent en heures du reste du réseau. Ça peut être ce genre de système pour préserver la trésorerie tout en continuant d'avoir une dynamique d'échange. Donc, il y a des mécanismes un peu innovants qui existent. On ira beaucoup sur l'économie de fonctionnalité aussi, donc plus sur la location, la consigne, le réemploi. Pas tant le recyclage, parce que le recyclage, ça marche qu'un cycle ou deux, et après, le matériau est trop dégradé pour qu'il puisse être recyclé. Du coup, le recyclage, c'est vraiment le dernier recours, et tout ne se recycle pas. Donc d'abord le réemploi, et seulement à la fin, pour ce qu'on peut faire, recyclage. Du travail humain et animal. Le jour où votre voiture vous coûte trop cher, et que vous avez besoin de vous déplacer, peut-être qu'un cheval, ça reviendra beaucoup moins cher. Plus ça aura un style et une élégance, ça pourrait être très, très chouette. ou du vélo, du tandem, voilà. Pareil, l'artisanat, si on n'a plus de machines, si on n'a plus d'industrie, parce que c'était la base de la révolution industrielle, comment on fait pour faire des maisons, des meubles, ce genre de choses? À un moment, il y a des gens, ils savaient faire ça à la main. Alors, d'où les meubles de grand-mère qui durent 150 ans, parce que forcément, c'est un investissement, c'est pas le meuble Ikea qu'on remplace tous les 5 ans, là. C'est du meuble, il va durer longtemps parce qu'il coûte cher. D'où le fait qu'on va chercher à le faire durer. Mais donc il va y avoir une réactualisation de modèles anciens plus ou moins modernisés, un système éducatif plus court et plus professionnalisant, parce qu'avoir des bataillons de gens surdiplômés mais qui ne savent rien faire à part les grandes théories, j'en fais un peu partie, ça ne va pas être très utile pour un système économique qui a besoin de se réinventer. On va être sur des low-tech. Il y aura toujours des capacités technologiques, mais elles seront peut-être plus démocratisées. Mais normalement, ce ne sera pas l'âge de pierre. Selon ce qu'on maintient comme infrastructure, hein, ce qu'il y a comme investissement, si on trouve encore des pièces, si on peut encore les bricoler, les trains par exemple. Donc on perd en productivité au niveau du tissu économique, forcément. On perd en pouvoir d'achat. Les gens sont obligés d'avoir des formes de travail un peu hybrides, salariat, entrepreneuriat, beaucoup d'économie informelle, un peu de travail au noir, comme ça se fait dans beaucoup de pays en développement. Parce que forcément, il faut survivre, quoi. Donc on risque d'avoir... il y aura sans doute du plein emploi, il y aura une grande part plus ou moins forte d'économie informelle, des mobilités douces. Ça, c'est Jean-Marc Jancovici qui avait montré... la mobilité, en fait, on passe autant de temps dans les transports que les précédentes générations.
C'est juste qu'on va plus loin, parce que 7 heures de transport en voiture, on va plus loin que 7 heures de transport à cheval. Mais on passe autant de temps que les autres à se déplacer. Donc il n'y a pas un raccourcissement des durées de transport, il y a juste un accroissement de c'est ça, la distance parcourue. Donc là, on risque de parcourir moins de distance, donc ça va être plus local. Donc forcément, avec tout ça, il va y avoir plus de criminalité et de pauvreté, donc des offres de sécurité qui vont être variables aussi, public-privé qui vont être hybridés, parce que l'État il sera obligé de faire avec les acteurs du terrain, parce qu'il sera peut-être moins puissant, donc il sera obligé peut-être d'être plus consensuel, de s'appuyer sur des acteurs locaux qui ont l'expertise technique pour avoir des mesures bien appropriées, et de la subsidiarité, plus de local et de subsidiarité. C'est tu fais confiance à l'échelon en dessous de toi pour régler les problèmes s'il est capable, et puis si lui ne se sent pas capable de le faire, il va remonter à l'échelon du dessus. À l'heure actuelle, on a un système qui est en train de décliner. Donc on perd en capacité matérielle et capacité de vie. Et ça peut aller jusqu'à un stade vraiment catastrophique. C'est pas exclu. C'est pas sûr, mais c'est pas exclu. En parallèle, il y a un nouveau système qui est en train d'émerger, qui peut être une version plus ou moins optimisée de ce que je vous ai présenté avant, intelligente, avec de l'aménagement du territoire, des modèles économiques qui tiennent la route. On va avoir une perte du niveau de vie qui est inévitable. Vous regardez déjà les gens, alors partout dans le monde déjà la famine augmente un petit peu, elle se réduisait, maintenant la malnutrition, les famines, elles augmentent un petit peu. Pareil pour l'accès à l'eau potable, et en France, l'espérance de vie ne change pas trop, si je ne me trompe pas, ou alors peut-être ça se réduit. Ouais, et la vieillesse en bonne santé se réduit. Avant, les gens, il y avait une vieillesse en bonne santé qui croissait. Maintenant, l'espérance de vie ne change pas, mais la bonne santé, elle change. Donc il y a déjà une inversion de certains indicateurs qui laissent penser qu'on a commencé ce déclin au niveau des capacités matérielles. Ça, c'est inévitable. Sauf que d'ici à arriver à la catastrophe, il y a toute une part qui, elle, pourrait être évitée. Et ça, c'est le premier enjeu, faire en sorte de limiter le plus possible la casse. Et le deuxième enjeu, ce que tu disais, c'est accélérer l'émergence du nouveau système. Si on est actif là-dedans, ça devrait se passer tout tranquillement, de manière assez fluide. Bon, on va râler un peu, mais ça ira. Si on dit non, ça n'existe pas et qu'on fait l'autruche, même si les autruches n'ont jamais mis la tête dans le sable, ça c'est une légende. Sinon, elles auraient disparu depuis longtemps. En réalité, elles s'aplatissent un peu sur le sable, et c'est avec les vagues de chaleur, les espèces de mirages qu'il y a dans le désert, les prédateurs ne les voient plus parce qu'elles sont cachées par ça, mais elles ne mettent pas la tête dans le sable. Elles courent vite, par contre. Et donc, tout le truc, c'est d'arriver à mobiliser suffisamment les acteurs pour leur dire « Attention, ça c'est un risque, c'est crédible, il faut agir maintenant pour préparer ça, de manière à ce que si jamais ça se confirme vraiment, au moins nous on sera prêts et on vivra moins douloureusement que certains pays en développement actuellement. » Donc voilà les deux enjeux. Tu parles de l'Europe ou de la France ? Les deux. Déjà, si on fait un truc en France, ce sera bien. C'est grand la France, il y a beaucoup d'acteurs. Alors l'Europe, c'est encore plus grand, il y a encore plus d'acteurs. Ça passe par des phases d'acceptation aussi de certaines choses. Ah oui, puis comme déjà on voit que les gens, pour pas grand-chose, ils s'énervent, un ralentissement sur la route, hop, ils klaxonnent déjà. Ouf, Et donc, si vous connaissez cette citation d'Antonio Gramsci, c'est un communiste italien qui est mort en prison, enfermé par les fascistes, et qui a écrit beaucoup de carnets de prison. Et il a eu cette citation pour parler de son époque. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Et donc, est-ce inévitable? Quelle solution? Et ma diapo de conclusion avant la pause, c'est celle-là. Je vous cite le livre dont je vous ai parlé, qui dit la chose suivante. Ce sont les institutions politiques qui expliquent les différences de richesse. Les sociétés qui ont réussi sont celles qui donnent des contre-pouvoirs aux acteurs de la société civile. Un système un peu pluraliste anglo-saxonne avec différents lobbies ou groupes privés qui vont contrebalancer la puissance de l'État et qui favorise et protège l'innovation et l'entrepreneuriat. Et c'est horrible les exemples qu'ils citent partout dans l'histoire de l'humanité à plusieurs époques, des gens qui ont des idées de génie, qui proposent des innovations techniques ou autres, et les pouvoirs politiques. Ah non, mais si on fait ça, il va y avoir X milliers de personnes qui n'auront plus leur boulot, ça va faire des troubles sociaux, on interdit, voire on tue l'inventeur au cas où, selon l'Empire romain. Ah, j'ai trouvé un vitrail incassable. Ah oui, mais ça va faire trop de problèmes. Clac. Non, mais
c'est une tendance naturelle que les pouvoirs politiques ont d'empêcher l'innovation, parce que l'innovation amène de la destruction créatrice, ça rebat les cartes et ça donne le pouvoir potentiellement à d'autres acteurs. Donc naturellement, même en tant qu'entreprise, on aime bien essayer de percer, mais une fois qu'on a percé, bon, c'est bien si on garde nos avantages, un petit monopole, on sécurise tout ça, c'est humain, c'est normal. Et donc ça ne se fait pas naturellement. Ça se fait alors avec une réaction des institutions. Lors de la peste noire, d'un seul coup, il donne l'exemple, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est avaient le même niveau de développement. Il y a eu la peste noire, il y a une grande partie de la population, notamment agricole, qui est morte. Donc du jour au lendemain, les seigneurs qui exploitaient des serfs avaient moins de main-d'œuvre, donc les serfs étaient en position de force, et ils ont commencé à négocier des droits pour avoir le droit de changer de seigneur. Voilà. Et en Europe de l'Ouest, ça a marché, ça a fait une petite différence sociétale, alors qu'en Europe de l'Est, ils ont réaffirmé un nouveau servage qui a duré jusqu'au 19e, et c'est à partir de là qu'il y a eu un premier écart entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est. Puis plus tard, avec la colonisation aux États-Unis, les colons anglais ont pu négocier d'autres droits, ce qui a fait un autre décalage. Et donc, moment critique après moment critique, à l'occasion de rapports de force, il faut clairement le dire, c'est jamais les institutions qui, par philanthropie, on va faire de l'intérêt général, les gens vont être plus heureux. Non, ça n'existe pas, ça. Hélas. Il y a certains moments critiques de l'histoire qui sont favorables à ces rapports de force et à la mise en place d'institutions qui préservent les intérêts d'un plus grand nombre. Et ce n'est pas toujours pacifique. Donc retenez ces moments critiques, rapports de force, changement des institutions. Donc on arrive à la dernière partie. Qu'est-ce qui va se passer en France à plus court terme que les grandes évolutions macro? Enfin, à 10 ans, je pense. Avec une jolie image de chaudron, parce que il y a 3 ingrédients explosifs qui expliquent pourquoi je parle de risque de révolution. Et à la fin, on verra ce que j'appelle révolution. Déjà, on a des groupes sociaux qui sont très clivés. Je vais vous montrer lesquels, parce qu'ils ne sont pas forcément représentés politiquement, et ils vont pas forcément... Alors, il peut y avoir plusieurs sous-groupes qui vont avoir la même représentation politique et ne vont pas se reconnaître dans les mêmes discours. C'est des groupes statistiques et pas des groupes subjectifs. Ils ne se considèrent pas comme faisant partie de ces groupes. Donc sans doute que vous les verrez, vous allez vous dire on ne se reconnaît pas dedans, même si statistiquement vous devez cocher la case d'un ou deux groupes, mais vous n'allez pas vous reconnaître comme groupe d'appartenance parce qu'ils sont trop globaux. Deuxième ingrédient, la France a une culture politique conflictuelle, ça c'est la grande caractéristique de la France. Et nous vivons un moment critique dans l'histoire du pays. Ça c'est un peu préoccupant. Donc on commence avec des groupes sociaux très clivés, et pour ça je vais vous présenter des cartes un peu particulières. Donc ça c'est une carte de France que vous connaissez, avec là la densité de population en rouge, donc là la diagonale du vide. Et moi je vais utiliser des cartes qui sont déformées selon le nombre d'habitants. Ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est la même carte, où vous avez la densité de population, donc vous voyez Paris, 2 millions d'habitants, ça représente un énorme morceau. La diagonale du vide, où il n'y a aucun habitant, c'est la zone écrasée ici sur la carte. Donc je vais utiliser des cartes comme ça, parce que comme on parle de politique, on parle aussi d'électorat, donc avoir des cartes où on voit où sont les électeurs et ce qu'ils votent, ça va être plus parlant que d'avoir des zones de territoire où potentiellement il y a 10 électeurs. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que les habitants qu'il y a sur le rond A ici représentent ce cercle-là. Donc si on fait un cercle équivalent sur le schéma, on a autant d'habitants dans le cercle A que dans le cercle B, et rapporté sur un territoire, on a autant d'habitants dans le cercle A que dans le cercle B. C'est ça que ça veut dire. D'où le fait d'utiliser... Oui, vous voyez que là, il y a autant d'habitants que... La répartition n'est pas la même. Les cercles ne sont pas précis, mais ça vous donne une idée en fait. Donc, vous voyez les grandes villes, Rennes, là, Nantes, tout le centre-Bretagne un peu écrasé, Paris forcément, les différentes métropoles, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, première catégorie qui existe, donc c'est des noms que je propose. La première, ce sont ce que j'ai appelé les métropolitains mondialisés. Eux, ce sont des populations, alors diplômées, qui vivent en ville, qui ont une ouverture à l'international, au moins culturelle. Ils vont consommer des séries, ils vont pouvoir voyager, voire une ouverture physique en s'expatriant. Donc c'est les gagnants du système, donc ils ont plutôt un bon niveau de vie, de bons revenus, et leur grand mode d'action à eux, la manière d'agir,
ça va être la mobilité et l'optimisation financière. Ils vont chercher des opportunités partout où il y en a, en France ou à l'étranger. Donc c'est plutôt le vote Macron. Et vous voyez des cartes. Alors, ils se font en opposition aux ouvriers. Là, vous avez les ouvriers en rouge, en 1968. En 2019, vous voyez systématiquement les villes qui se retrouvent vides d'ouvriers. Alors qu'avant, ils étaient répartis selon les bassins d'activité. Là, on voit Metz, Nancy, Strasbourg, Amiens, tout un ensemble de villes exemptes d'ouvriers. Et à l'inverse, les cadres en 1968, qui étaient répartis sur différents territoires selon les bassins d'activité, qui se retrouvent concentrés, donc les côtes et toutes les grandes agglomérations. Donc on voit cette évolution qui s'est affirmée. Concentration des diplômés, donc plus c'est bleu, plus il y a de diplômés. Et le revenu médian en France, alors c'est 2014 je crois, ou 2012, donc plus c'est vert, plus c'est riche. Vous voyez une corrélation forte entre niveau de diplôme et niveau de richesse. Donc ce sont les métropolitains mondialisés, les gagnants du système. Ce ne sont pas les bobos, attention. Eux, ils n'ont pas forcément de valeur, de côté écologie, tout ça, c'est éventuellement la santé, mais c'est d'abord on gagne, on a de l'argent et c'est tout. Conséquences sur l'immobilier, donc là c'est 2015, je n'ai pas de carte plus récente. Oui, les cartes datent un peu, parce que les atlas que j'ai utilisés n'ont pas été mis à jour. Et de toute façon, là, il y a des changements, des bascules qui se font, donc ce serait un peu différent. Mais depuis les années 90, vous verrez, ces cartes-là sont valables. Donc au niveau immobilier, vous avez des personnes avec un fort revenu, forcément, ça fait monter le prix de l'immobilier, donc ça exclut une partie des populations. Et chose assez intéressante, plus c'est vert, plus il y a de locataires, plus c'est blanc, plus c'est des propriétaires. Vous avez comme ça les urbains qui, parce qu'ils sont dans la mobilité, sont plutôt penchés sur être locataires, parce qu'ils se projettent, tiens, on va se déplacer, on va changer de ville, on va aller à l'étranger. Alors que si on est plutôt sur des périphéries, on va être sur une logique d'être propriétaire. On achète sa maison, on s'installe, c'est notre territoire. Donc vous avez ces clivages aussi qui se font déjà. Le nombre d'expatriés, alors là c'est un indice. Donc c'est une base 100, donc là on est sur doubler, tripler le nombre d'expatriés en France entre les années 80 et hors de France et 2015. Vous voyez Luxembourg, Suisse et Grande-Bretagne, Londres étant la 5e ville française en nombre de Français qui y vivent. Si on devait la compter dans le palmarès des plus grandes agglomérations françaises, Londres serait dans les 5 ou 6 premières si je ne me trompe pas. Oui. Potentiellement. Je n'ai pas regardé les conséquences. J'avais vu des chiffres où on voyait la baisse de croissance de PIB dans toutes les régions. Plus on est proche de l'Angleterre et plus la baisse était significative et plus on s'éloigne. Mais en termes d'expatriés, je n'ai pas vu. Je sais que le Luxembourg, là, c'est celui qui arrive en tête. La Suisse est ici. Et donc vous avez Royaume-Uni, Australie, Espagne, États-Unis, Allemagne qui sont les principales destinations. Pareil pour l'optimisation fiscale. Oui, il y a des choses qui changent, mais donc, il y a des choses qui sont remaniées, mais dans l'idée, vous avez comme ça une population qui n'a pas peur de partir s'il y a besoin, autant qu'elle puisse le faire. Exactement. En face, vous avez une autre catégorie que j'ai appelée les marginalisés des périphéries et des campagnes. Donc marginalisé, ça peut être une réalité, mais ça peut être aussi un sentiment. On se sent à part, on se sent mis de côté. Donc ce n'est pas forcément quelque chose d'objectif. Il y a une part de subjectivité aussi là-dedans. Eux, ça va plutôt être un vote RN ou un vote Trump ou un vote, vous verrez. Voilà. Et comme c'est des personnes qui ne sont pas visibles, elles ne peuvent pas manifester parce qu'il n'y a pas des grandes densités de population, elles n'ont pas de moyens d'accès à pas mal de choses. Leur grand mode d'action, ça va être le vote contestataire et des formes de protectionnisme, parce que c'est leur seul moyen d'exister. Donc ce sont des populations plutôt peu diplômées, donc artisans, agriculteurs, ouvriers, commerçants, qui ne sont pas forcément pauvres, c'est plutôt de la petite classe moyenne. Ils ne sont pas riches, pas pauvres. J'ai un client qui les avait, il disait, nous on fait des piscines mais petit budget, et ils se disent, plutôt que d'aller en vacances et d'avoir des photos souvenirs, on préfère prendre une piscine parce qu'on sait qu'elle sera là. Donc c'est la petite classe moyenne, mais c'est les premiers qui vont être touchés par la précarisation en cas de crise. Du coup, ils ont peur du déclassement, mais ils ne sont pas forcément pauvres, ils ne sont pas directement dans la précarité. Ça, c'est un autre groupe. On voit que c'était
les premiers gilets jaunes. Donc là, vous voyez la distance moyenne la plus proche d'un médecin et là, la durée moyenne d'accès à 12 services importants. On retrouve cette diagonale du vide peu densément peuplée, où là, forcément, pour accéder à des services publics, des infrastructures, c'est compliqué. Et ça correspond au département, globalement, il y a des exceptions, où le taux de gilets jaunes était le plus important. Et c'est logique, ces populations-là dépendent de l'automobile pour se déplacer. Elles n'ont pas les mêmes réseaux de services publics, de réseaux de transport en commun ou autres. Donc, elles dépendent de l'automobile, ce qui fait que s'il y a une taxe sur les essences, c'est les premières concernées. Donc, une grande partie des gilets jaunes venaient de ces populations-là, qu'on ne voit pas d'habitude, même si après, il y a eu des mélanges, il y a eu plein de groupes différents à rejoindre les gilets jaunes. C'est plutôt ce même type d'électorat. Il y a une opposition entre les deux groupes, les métropolitains mondialisés et ce groupe des marginalisés. Et si vous regardez, il y a plusieurs éléments qui vont déterminer le vote. Donc, ce n'est pas systématique, mais globalement, ça fait des grandes tendances électorales. Plus vous êtes en métropole avec des diplômes et avec une impression d'ascension sociale, plus vous allez voter pour du libéralisme, pour Emmanuel Macron, ce genre de choses. À l'inverse, plus vous allez être éloigné des villes, peu diplômé, avec une impression de déclassement social, plus vous allez avoir un vote contestataire conservateur. Statistiquement, c'est ce qu'on voit, même si vous trouvez toujours des exceptions. Le chômage n'est pas un déterminant, il va juste renforcer les clivages qui existent avec les autres niveaux. Et sur la mobilité intergénérationnelle perçue, deux graphiques que je vous propose. Alors là, c'était Macron-Le Pen en 2017. Est-ce que vous pensez que les parents vivaient mieux que vous ou vivent moins bien que vous? Donc, est-ce que vous êtes dans une logique d'ascension sociale, vous vivez mieux que vos parents ou au contraire une régression? Vous voyez, ceux qui pensent être gagnants vont voter Emmanuel Macron beaucoup plus que le RN, et à l'inverse, si vous pensez être déclassé, vous allez voter RN beaucoup plus que Macron. Ça, c'était en 2017. Donc après, ça a changé entre-temps. Mais vous voyez, vous avez cette corrélation inverse. Et là, il y a eu la même question entre des électeurs Mélenchon et des électeurs Fillon. Voilà, c'est pareil. Le sentiment de déclassement, ça va donner un vote Mélenchon beaucoup plus important, et un sentiment de mobilité sociale, un vote Fillon. Donc, comme vous voyez, il y a des exceptions. Vous voyez, il y a quand même des votes Fillon ici, et puis là, des votes Mélenchon aussi. Mais ça donne des grandes représentations statistiques, ce qui permet de voir comme ça un peu des grandes dynamiques émerger. Même si la réalité, il y a toujours des finesses, des nuances et des choses. Et ce clivage-là, c'est un clivage qui structure la vie politique en Occident depuis les années 90, même si potentiellement ces années-ci, on est en train de changer. Avec Trump, avec le RN, on verra aux prochaines élections, il y a peut-être une bascule qui est en train de se faire, mais c'est un clivage qui a duré 20-30 ans. Je vais vous le montrer, ce sont des cartes qui sont issues de cet atlas, mais il n'a pas été mis à jour depuis 2017, il a du mal à se vendre. Mais il est vraiment génial, et il parle plus du mode de vie des Français que de politique à proprement parler. C'est ça qui était intéressant. Et donc, vous avez par exemple ici le vote RN en 2002. On voit déjà un peu les villes émerger, mais ce clivage ville-campagne, c'est structuré de manière beaucoup plus fine par la suite, où là, on voit clairement les villes se détacher des campagnes. Plus c'est bleu marine, plus ça vote RN, plus c'est blanc, moins ça vote RN. Donc là, c'est 100%, là, on est à 72%, donc il y a des petites nuances, mais ça vous permet de voir comme ça directement les villes qui apparaissent comme différentes du reste du territoire. C'est la même chose pour le Brexit. Vous regardez le Brexit, ceux qui ne voulaient pas du Brexit, Londres, forcément, grande ville internationale, différentes villes portuaires, et les territoires qui essayent de contrebalancer le poids de l'Angleterre avec l'Union européenne, alors que tous les territoires périphériques et l'intérieur des terres étaient pour le Brexit. Vous avez la même chose en Autriche, là aussi c'est assez caricatural. Quand il y avait un candidat extrême droite aux élections de 2016, les villes votaient systématiquement pour le candidat qui a gagné, et les périphéries étaient à voter extrême droite. La Suisse, qui fournit beaucoup de matériel électoral, non, pas encore les États-Unis, après. Vous voyez les principales grandes villes en Suisse, qui soit sont en opposition avec les périphéries, soit vont être beaucoup plus engagées dans un même vote que les périphéries. Et la partie italophone de Suisse qui se trouve marginalisée parce que tout ici, vous avez les Alpes. D'où le fait qu'il y a toute la Suisse, c'est tout ce corridor-là. Là, ce sont les Alpes, et là, vous avez dans la plaine d'Italie, la partie italophone de Suisse qui se sent marginalisée. Même les francophones ne savent pas qu'ils existent parfois. Donc,
Donc ils ont ce petit côté différent des villes. Les États-Unis, très intéressant, parce qu'on parle d'Occident au sens large, ça c'était Obama-Mitt Romney, donc ça commence à dater, 2012, où vous voyez les grandes villes qui vont voter démocrates et toutes les périphéries qui vont voter républicains. Et lorsqu'il y a eu la première élection de Trump avec Clinton, la carte électorale est ressemblée à ça. Donc vous voyez le vote Trump en marron qui est assez massif, sauf que rapporté à la densité de population, on a sensiblement la même carte électorale. Donc vous regardez les sommes qu'ils investissent dans les campagnes électorales pour à la fin avoir très peu d'électeurs qui changent fondamentalement leur vote. Donc là, sans doute qu'avec la dernière élection de Trump, ça a changé, et que les républicains ont dû gagner sur des zones qui devaient être traditionnellement démocrates. Mais vous voyez comme ça ce clivage ville-campagne qui ne bouge pas, quels que soient les discours, les programmes. Donc c'est assez intéressant de voir que depuis les années 90, ça a été la ligne de force des jeux politiques en Occident. Troisième groupe qui est représenté politiquement, j'ai appelé les ghettos urbains. Eux, ça va être le vote Mélenchon. Ce n'est pas eux qui militent pour la France insoumise. C'est ça qui est alors. Ils votent, mais ce n'est pas eux qui militent. Et il y a une dissociation, c'est fascinant de voir, il y a une dissociation entre les militants de la France insoumise et l'électorat de la France insoumise, ce n'est pas les mêmes publics. Vous verrez après, les militants, ils sont issus de ce groupe-là, ils se retrouvent à mi-chemin entre tous, alors que l'électorat, ils ne militeront pas. C'est pas pour plusieurs raisons. Ces ghettos urbains se retrouvent... c'est là où vous avez la vraie précarité. La pauvreté en France, elle est surtout en ville. Il y en a à la campagne, mais la concentration de pauvres en France, elle est en ville. Donc plus c'est bleu, plus il y a de pauvres. Vous voyez par exemple la Seine-Saint-Denis ici. Vous voyez tous les centres-villes des différentes grandes métropoles en France qui concentrent un maximum de pauvreté. Et vous voyez qu'il y a une corrélation. Donc en vert, ce sont les endroits où Jean-Luc Mélenchon est arrivé premier en 2017. Et donc vous voyez la corrélation entre les zones avec des fortes pauvretés et le fait qu'il arrive en tête au premier tour. Ces ghettos sont autant ghettoisés par choix, il y a une forme de communautarisme, que par contrainte, c'est que le reste de la population aime bien les mettre un peu à l'écart, ils ne sont pas comme nous, ils sont un peu bruyants, un peu, voilà. Il y a plein de raisons qui expliquent qu'ils soient ghettoisés. Il y a beaucoup de précarité, ce n'est pas nécessairement des chômeurs. Quand vous regardez la carte ici, la pauvreté en France et les employés en France, vous voyez que les zones où il y a le Seine-Saint-Denis, c'est une très forte concentration d'employés. Et vous avez ça, globalement, ça marche plutôt bien. Donc ce n'est pas nécessairement des chômeurs, ça peut être des travailleurs précaires. Et donc eux, leur grand truc, c'est que ces populations-là vont chercher des alternatives, ils dépendent des aides sociales, elles ont un mode de vie urbain, mais elles vont chercher une alternative qu'elles peuvent trouver dans le trafic de drogue, par exemple, pour avoir des revenus et pouvoir avoir une forme de réussite sociale. Alors, ce n'est pas une bonne alternative, il y a plein d'effets négatifs, mais ça peut faire vivre des quartiers entiers. On voit ça, alors là, ça date un peu aussi, la carte, elle date de 2014, le nombre de saisies de trafic de drogue et l'ensemble des quartiers difficiles, des quartiers prioritaires de la ville. Donc, ce sont des populations qui cherchent à s'en sortir d'une manière ou d'une autre dans un contexte un peu difficile. Et elles vont voter plutôt les partis de gauche, pour plusieurs raisons, parce que c'est les seuls qui ne les stigmatisent pas en disant « oh là là, c'est des étrangers, il faut les dégager », même si elles ne sont pas toutes étrangers. Faut pas... Une partie d'entre elles sont issues de l'immigration, mais pas forcément. Et ça peut être les deuxième ou troisième générations de populations qui sont venues dans les 30 Glorieuses, qui sont installées autour d'un bassin industriel où il y avait de l'emploi jusqu'à ce que l'usine ferme et que les populations restent, mais sans emploi. Donc c'est assez complexe et c'est qu'un recoupement partiel. Et elles sont représentées, les seuls qui les représentent sur leurs affiches électorales, c'est le nouveau parti anticapitaliste. Où là, vous avez des populations, je suis chauffeur de bus, ou vous voyez des populations qui ne sont pas les bobos, les étudiants diplômés et tout, qu'on voit autrement militer, et qui constituent la quatrième grande force politique en France, que j'appelle les créatifs culturels. C'est un terme, ça vous parle ou pas, créatifs culturels? C'est tous ceux qui proposent des alternatives sociétales, qui sont innovants, qui s'engagent dans les associations. Moi, j'aime bien le terme parce que eux, c'est ce qu'ils utilisent pour se décrire. Et en même temps, créatif culturel, c'est pas créatif économique, c'est pas créatif politique, donc ça veut dire beaucoup de choses. Mais derrière, c'est des bobos, on peut le dire comme ça. Ce sont des gens diplômés qui vivent en ville. Donc ils ont tout le profil des métropolitains mondialisés, mais contrairement à eux, ils ne vont pas juste chercher à gagner, au contraire, ils vont chercher à proposer une alternative sociétale.
Ils vont se dire, il faut que ce soit différent, il faut qu'on réinvente la société. Donc la phase claire de cette mouvance, ça va être toute la partie engagement associatif, économie sociale et solidaire, transition écologique, altermondialisme au sens large, qui propose des choses, qui participent au mécanisme démocratie participative, à la vie de quartier. Et la phase sombre de cette mouvance, ça va être les Black Blocs, les ZAD, toute la partie désobéissance civile, voire guérilla ou des formes de contestation plus ou moins violentes. Et ce sont eux qui vont militer, entre autres, pour les partis France Insoumise extrême-gauche. Et le grand truc, c'est qu'ils sont surreprésentés dans la société pour ce qu'ils sont vraiment d'un point de vue démographie, parce qu'en fait, comme ils sont diplômés, ça va être des populations qui vont beaucoup consommer des livres, des revues, qui vont participer à des choses un peu intellectuelles, qui vont en écrire aussi. Vous allez à Le Fayeur ou dans n'importe quelle librairie, vous allez trouver énormément de livres sur tout un tas de thématiques, féminisme, anticapitalisme, écologie, ce que vous voulez, et beaucoup moins de livres, par exemple, extrême droite. Non pas que l'extrême droite n'existe pas, c'est juste que c'est pas, ils ont d'autres modes de transmission de leurs idées, et ça va moins passer par le côté culturel, l'influence culturelle. Et comme ces populations-là s'engagent beaucoup dans le milieu associatif, lorsque les élus vont demander « Tiens, on va faire de la démocratie participative, on va consulter la population », qui répond présent? Eux. Et les autres, pas forcément, parce qu'eux, ils font leurs affaires, ils s'en fichent. Eux, ils sont un peu dans leur coin. Eux, ils sont un peu marginalisés, ils n'attirent pas trop l'attention. Puis ils sont stigmatisés, donc ils sont surreprésentés au niveau des politiques publiques, ce qui fait qu'au niveau sociétal, on a toutes les thématiques un peu wokistes, en bien ou en mal, hein, quoi que vous en pensiez, alors que d'un point de vue de la population, il reste une minorité. Active, mais une minorité. Mais en tout cas, ce sont les plus innovants à l'heure actuelle, parce que c'est eux qui proposent le plus de choses en faveur d'un autre modèle de société. Ils s'auto-censurent pour des raisons idéologiques, ils veulent pas être complices du système, donc ils s'interdisent une forme d'efficacité pour différentes raisons qui tiennent plus à la pureté des idées, en fait. Et le dernier groupe que je propose, alors, ils ne sont pas représentés politiquement, parce que certains vont voter France Insoumise, d'autres vont voter Macron, d'autres vont voter écolo, socialiste ou complètement autre chose. Donc, ils n'ont pas une seule représentation et ils vont se retrouver sur l'ensemble du spectre politique, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir, tiens, ils sont un peu Mélenchon, non, certains oui, mais en fait, j'en ai déjà vu qui se revendiquaient de ça et qui disaient, moi je vote Macron, et qui projetaient sur Macron plein de choses, on se disait, tiens, mais c'est bizarre, Macron il a fait tout ça, c'est bizarre. Bref. Le dernier groupe, oui, 5% de la population peut-être. Alors, les stabilisateurs, je les ai mis ici, même si en réalité ils sont un peu partout. Ça va être toutes les personnes, celles qui existent le moins en tant que groupe. Toutes les personnes, dans le privé, dans le public, hauts fonctionnaires, entrepreneurs, qui à un moment ont une espèce de conscience élargie de la société, de comment ça fonctionne l'ensemble, de l'intérêt général, du bien commun, ceux qui vont vouloir faire un peu de zèle, ceux qui vont se dire, oui, mais on n'est pas juste nous tout seuls, mettre au boulot dodo et c'est tout, quoi. À un moment, non, il y a d'autres gens, il y a ceci, il y a cela, il y a des enjeux sociétaux. Donc c'est ceux qui vont chercher à résoudre les problèmes avec de l'entrepreneuriat, avec des politiques publiques, mais ce n'est pas juste de l'opportunisme, c'est vraiment, il faut que ça ait du sens. Comment on résout le problème? Et donc, vous avez, ça peut être des hauts fonctionnaires qui vont vouloir faire le boulot envers et contre tout, même s'ils n'ont pas forcément le soutien politique, ceux qui vont vouloir faire des heures supplémentaires, ceux qui vont se dire, oui, mais on ne peut pas faire semblant, là, il y a un vrai truc à régler. C'est eux qui peuvent être, on peut les retrouver sur tout le spectre politique, hein, ils peuvent être autant dans la mouvance associative, ils peuvent être autant dans la dimension plus internationale, ils peuvent être dans la partie plus un peu paternaliste, un peu gaulliste, souverainiste. Par exemple, les cathos en partie seraient là-dedans, parce que vous avez, au lieu de tout casser quand ils ne sont pas contents, ils font des écoles hors contrat, ils font des syndicats, donc ils proposent une alternative, mais on propose une solution, on ne casse pas tout. Et donc, ce groupe-là, c'est le plus dur à voir. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Moi, j'ai remarqué, les gens qui correspondaient un peu à ce profil se reconnaissaient entre eux. Je leur présente la moitié de la description, enfin oui, c'est bon, je vois qui c'est, ah, oui, je vois un peu quel genre de profil, et ils se reconnaissent entre eux. Donc, c'est le... Eux, il y a un de mes clients me disait, oui, j'en fréquente plein des stabilisateurs, et ils sont fatigués de porter le reste de la société avec les dégâts, les machins, les trucs, ça ravage les centres-villes, et beaucoup de fatigue et d'usure. Il me disait ça. Donc ça, ce serait la dernière catégorie, ils sont minoritaires, ils n'ont pas de vraie représentation politique parce qu'ils sont un peu partout. Et vous auriez un dernier groupe qui n'est pas une force politique à proprement parler.
ce serait toutes les populations qui sont à mi-chemin entre ces catégories, qui sont passives, qui sont indécises, donc c'est 50% des gens, ils seraient là-dedans. Là, c'est juste donner des grandes orientations pour voir dans quel sens vont pousser les différents groupes. Et là-dessus, vous rajoutez une dernière catégorie transverse, les jeunes, qui là, ça va être la délinquance, l'extrême radicale, les trafics, là, ça va être les ZAD, les militants, les Black Blocs, là, ça va être des expatriés ou des infopreneurs qui veulent faire fortune juste avec leur ordinateur en allant en Thaïlande ou je ne sais pas où. Là, ça va être tous ceux qui vont plutôt aller dans les réserves, on devient réserviste à l'armée, tout ça, là, les identitaires, l'ultra-droite. Donc vous avez les jeunes qui se retrouvent un peu partout, qui sont fragilisés sur pas mal de statistiques que j'avais envoyées. Il y a plein de choses où ils ne sont pas dans des situations toujours très confortables. Et parce qu'ils sont jeunes, c'est eux qui peuvent mettre un peu plus d'agitation, selon l'orientation dans laquelle ils sont. Donc ça dépend, c'est juste des grands blocs statistiques, et le but c'est d'essayer d'expliciter un peu ce qu'il y a derrière les discours politiques et les débats électoraux, sachant que l'électorat préexiste à l'offre. C'est en gros parce que vous avez un électorat qui correspond à ces caractéristiques que vous allez faire une offre en disant tiens, si je m'adressais à eux, je pense que je pourrais gagner l'élection. Votre marché, en quelque sorte, préexiste. Ce qui fait que les électorats de gauche, hors Nouveau Front Populaire, ça c'était intelligent, la plupart du temps, ils ont 3 ou 4 candidatures, mais c'est le même gâteau qui se partage, donc ils ont moins de chances d'arriver aux élections parce que ça n'augmente pas la même part. Alors que s'ils font front commun, là, ils ont un seul gros électorat, et là, ils ont plus de chances d'aller au second tour. Le meilleur moyen de torpiller le RN aux prochaines élections, c'est de faire en sorte qu'il y ait 2 candidats extrême droite. Si Zemmour et Bardella, par exemple, étaient à égalité, vous fragmentez en 2 un électorat qui ne bouge pas forcément, donc ça limite leur chance d'arriver au second tour. Quelle que soit la performance du candidat, si vous avez une préférence, vous le trouverez bien. Quelle que soit sa performance. Ah oui, il a bien parlé, il fait ah tiens, c'est bizarre, alors que l'autre qui l'aime pas, non, il a été horrible, il a mal parlé, il fait ah tiens. C'est très bizarre de voir cette espèce de biais de confirmation et de prévalidation faite des offres. Donc ça, c'était les groupes sociaux clivés. Il y a le passage que je préfère, parce que c'est le plus cinématographique, c'est la culture politique conflictuelle. Depuis 2 siècles, on a une instabilité politique chronique en France. Et systématiquement, on a changé de régime à l'occasion de révolutions, de guerres et de coups d'État. Il n'y en a pas eu qu'une, j'ai bien mis un S. Et si on fait une moyenne des 2 derniers siècles, tous les 21 ans en moyenne, il y a un changement de régime. Bon, c'est un peu faussé parce qu'il y a eu beaucoup de changements fin 18e et 19e. Ça a façonné une culture politique qu'on a aujourd'hui, qui est une culture de la crise et du conflit. Et donc, je vous fais une petite rétrospective un peu animée. Ça commence en 1789, Révolution française. On met en place une monarchie constitutionnelle, sachant que la Révolution de 89, c'est une réforme fiscale qui a mal tourné, et c'est 3 révolutions en une. C'est l'armée, la paysannerie et la petite noblesse qui se révoltent. Et ça fait un combo très bizarre, où à la fin on vire le roi, mais on ne le vire que dans un contexte de guerre, on se prend des défaites importantes contre les voisins, on ne le vire qu'en 92. On met en place la première république, la terreur, on n'arrive toujours pas à gagner les guerres, parce que les officiers de l'armée sont partis à l'étranger, c'était la noblesse, du coup on a des armées un peu désorganisées, donc on suppose des complots, des conspirations anti-révolutionnaires qui expliqueraient les défaites qu'on se prend, jusqu'à ce qu'un petit bonhomme qui s'appelait Napoléon arrive et mette un peu d'ordre dans tout ça et propage les valeurs de la Révolution à travers l'Europe. Donc en 10 ans, 3 régimes déjà. Sauf que Napoléon, guerre après guerre, à un moment, c'est un peu compliqué, il perd à Waterloo, retour à la monarchie. Donc là, on a 2 monarques, Louis XVIII qui valide une partie des acquis de la Révolution, et son frère Charles X qui, quand Louis XVIII meurt, prend le pouvoir, sauf que Charles X, il était un peu autoritaire, à un moment, ça ne plaît pas trop aux gens, et pof, révolution, 1830, c'est Gavroche dans Victor Hugo, Les Misérables, si ça vous parle, c'est cette révolution-là. Et il est là d'ailleurs. Hop. Donc 1830, les 3 glorieuses, et pas de peau pour les révolutionnaires, c'est l'autre branche, les Orléans, qui prennent le pouvoir et qui remplacent Charles X, avec Louis-Philippe, le dernier roi de France. Et lui, si je ne me trompe pas, il était un peu trop proche des milieux d'affaires, des banques, il y avait des trucs où pareil, ça ne plaît pas trop aux gens, ce qui fait qu'en 1848, nouvelle révolution.
Et c'est une révolution qui a, un phénomène de traînée de poudre, qui a lancé des révolutions et des mouvements populaires partout en Europe. Et c'est un mouvement qui est connu sous le nom de Printemps des peuples. Donc c'était le point de départ d'une succession de révolutions en Europe, qui ont parfois été réprimées assez sauvagement. Et Seconde République. Et 3 ans après la Seconde République, qui était un régime présidentiel, donc le président était fort. Ce président-là sent qu'il y avait un risque de coup d'État, il prend les devants et en fait un, et devient Napoléon III et met en place le Second Empire. Et les historiens aujourd'hui le réhabilitent un peu en montrant qu'il a fait beaucoup de réformes qui étaient assez bien, il a modernisé beaucoup de choses, il a modernisé la ville de Paris, et même dans le contexte, le contexte était assez trouble, donc de ce que j'ai pu lire, il avait senti qu'il y aurait un coup d'État d'une manière ou d'une autre et il a pris les devants. Mais il s'est pris Victor Hugo et je ne sais plus qui dans les dents, ce qui fait que son image a été un peu ternie jusqu'à récemment où les gens commencent à faire « tiens, en fait, il n'était pas trop mauvais ». Il a duré 20 ans et puis pas de peau, encore un contexte de guerre. Après, sur le détail, vous pourrez aller voir, mais 20 ans après, quoi qu'il en soit, nouveau contexte de guerre où, à la grande surprise de tout le monde, y compris des Allemands, on perd. Les Allemands voulaient juste souder l'ensemble des peuples allemands autour de la Prusse pour former la Grande Allemagne. Et on avait une armée qui était une armée très bien pour des corps expéditionnaires, pour la colonisation, mais qui n'était pas bonne pour défendre le territoire. Donc on a perdu pour tout un ensemble de raisons. Ce qui a surpris les Allemands. Tentative de révolution des Parisiens qui ont voulu faire l'histoire de France, la Commune de Paris, et ça n'a pas fonctionné. Entre autres parce que les boulevards haussmanniens, tout un ensemble de choses étaient trop difficiles à barricader. Donc faire une révolution dans un Paris modernisé, c'était militairement très compliqué. Et Troisième République. Et ce qui est amusant, c'est que la Troisième République est le régime qui a duré le plus longtemps jusqu'à présent, hors monarchie après 89. On n'est pas loin avec la Cinquième, mais on n'y est pas tout à fait. Et c'était un régime qui était censé être provisoire. Les monarchistes étaient majoritaires à l'époque, et ils ont dit, en attendant le retour du roi, on veut bien faire une république, mais dès que le roi revient, on passe aux choses sérieuses, on remet en place une monarchie. Alors après, j'ai la version d'un copain royaliste qui disait que le roi n'a jamais été appelé. Mes profs de droit disaient qu'il n'a jamais voulu revenir. Bref, quoi qu'il en soit, ce régime provisoire a duré le plus longtemps sur les 2 derniers siècles. Et il a survécu à des grosses crises où il aurait pu être ébranlé assez sérieusement. Déjà, il y avait beaucoup de corruption parlementaire, des blocages, et donc une partie des gens espéraient que le général Boulanger à un moment fasse un coup d'État pour faire le ménage, mais ça ne s'est pas fait. C'est un régime qui a survécu à la Première Guerre mondiale, et là, ça l'a pas mal chamboulé. Il y a eu beaucoup d'aménagements, parce qu'un régime parlementaire avec des blocages, pour gérer une guerre, doit être efficace, donc ils ont renforcé les pouvoirs de l'exécutif et pas mal de choses. Il y a eu la crise économique, pareil, un peu compliquée, avec l'essor des fascismes un peu partout en Europe, ce qui s'est traduit en France par les émeutes de la Concorde. Donc pareil, là, on sentait les troubles, les institutions, elles n'étaient pas sereines. Et c'est qu'au début de la coopération franco-allemande, mais sous des auspices qui ne sont pas trop ceux qu'on partage aujourd'hui en termes de valeurs, que la Troisième République a pris fin et qu'il y a eu le régime de Vichy, pour quelques années seulement, puisque à la Libération, Quatrième République, donc ça s'enchaîne assez vite, mais dans un contexte de guerre froide, de construction européenne, de décolonisation, avec notamment la guerre d'Algérie, où c'est devenu un bourbier assez compliqué. De Gaulle est rappelé, et lui, il vient à la condition de mettre en place la Cinquième République, où il a des pouvoirs beaucoup plus forts et où il peut gérer les choses comme il l'entend. Mais le truc, c'est que De Gaulle, il n'est plus là depuis longtemps, et nous, on a toujours ce régime qui a été pensé dans un contexte bien particulier. Et ça n'était pas pensé forcément en disant « tiens, l'intérêt général, les Français, la démocratie, sur une vision de long terme ». Non, ça n'a pas été pensé comme ça. Sauf que ce régime, il n'est pas resté stable comme ça. Déjà, il y avait des risques de coup d'État. En 1961, avec la fin de la guerre d'Algérie, où les derniers qui voulaient garder l'Algérie ont essayé un coup d'État, ce qui n'a pas pris. Et mai 68, alors vous en pensez ce que vous voulez, mais il y avait beaucoup de relents révolutionnaires ou de craintes révolutionnaires, réelles ou fantasmées. Ce qui fait que sur le moment, c'était un événement assez significatif, même d'un point de vue politique et institutionnel. Donc je l'ai compté comme révolution ratée, hein, vous pourrez nuancer, là c'est pour simplifier. Et moi j'aimerais vous parler d'un autre événement qui est beaucoup plus récent et qui est pour moi significatif, même si on n'en parle pas trop, c'est le printemps démocratique avorté qu'il y a eu en France entre 2016 et 2018. Et là normalement, je vois vos mines un peu perplexes.
Rappelez-vous du contexte. On a eu Chirac, Sarkozy, Hollande avec des alternances gauche-droite qui n'étaient pas super convaincantes, ça ne changeait pas des masses. Les gens, ils se lassaient un petit peu, il y avait un certain manque de confiance ou de désintérêt par rapport à la classe politique, ça stagnait. Et donc, il y a une espèce d'aspiration de beaucoup de gens pour du nouveau. Ce nouveau, il s'est d'abord traduit par de nombreuses initiatives, alors non lucratives ou lucratives, de démocratie participative. Alors, par exemple, vous aviez au municipal, je crois que c'est 2015, la commune de Saillant, et 1500 habitants dans la Drôme, qui, parce que leur maire voulait faire un grand supermarché qu'ils ne voulaient pas, se sont présentés contre lui, ont gagné, et eux ont mis en place tout un ensemble de mécanismes participatifs, où voilà, c'était des réunions très collégiales. Là, ils faisaient l'urbanisme, donc vous voyez, ils mettent les cartes, où ils les sortaient dehors, et tout le monde venait pour pouvoir discuter. Donc, c'était une expérimentation intéressante, à l'échelle d'un village. Vous aviez des gens qui voulaient faire une grande assemblée constituante au Stade de France. Ils n'ont pas trouvé les financements suffisants, mais leur idée c'était ça. On lance des stades partout en France, on lance une énorme agora, tout le monde peut venir discuter, et on veut réinventer les institutions, la démocratie. Vous avez la primaire.org qui, elle, voulait présenter un ou une candidate au présidentiel de 2017, mais qui ne soit pas issue des partis politiques, parce que les partis politiques, c'est 1% des Français si vous prenez l'ensemble des adhérents, et qui ont 99% des candidats aux élections. Ils se sont dit, nous on aimerait quelqu'un qui vienne de la société civile, avec plusieurs phases de sélection, et c'est Charlotte Marchandise qui est élue à la ville de Rennes, qui a gagné la primaire, mais à la fin c'était trop compliqué pour faire campagne. Même avec son équipe, voilà, il y a beaucoup de bénévolat. Elle a fait un livre d'ailleurs, c'était Une citoyenne à l'Élysée, ou un truc comme ça, ou au présidentiel. Vous aviez Ma Voix pour les législatives qui disait qui me représente le mieux, c'est vous-même en fait. Et vous aviez des formes de miroirs comme ça. Et eux, c'était de dire les députés devraient être des vrais porte-parole, en fait. Donc, les débats devraient être animés au niveau des circonscriptions, et les députés seraient les porte-parole fidèles de ce que les gens décideraient au niveau de la circonscription, plutôt que de faire les choses comme ils veulent. Et moi, j'ai travaillé avec Démodine, qui avait toute une plateforme de démocratie participative, où élus et citoyens, donc c'était gratuit en source ouverte, pouvaient proposer des idées qui étaient débattues, puis il y avait un vote au jugement majoritaire pour voir les niveaux de clivage, d'adhésion ou pas aux idées. Donc les gens, ça prenait bien. Les collectivités territoriales qu'on a rencontrées, elles disaient « Ah, si on ne maîtrise pas la base de données, le truc, on ne veut pas. » Bon, tant pis. Hein. Donc maintenant, le projet est en coma, mais vous avez comme ça tout un ensemble d'initiatives qui se sont lancées, et elles sont arrivées 2-3 ans après avec un constat, c'est « Les gens ne sont pas au rendez-vous ». Les gens ne veulent pas de démocratie, ça ne les intéresse pas, il n'y a pas d'appétence pour venir participer et tout ça. Donc là, c'était plutôt la démocratie intellectuelle, technique, avec des méthodes. Et les gens ont trouvé, ou ont cru trouver, dans ce besoin de renouveau et d'aspiration, avec celui qui a cassé le clivage gauche-droite, et qui a fait sa campagne avec Révolution en marche. C'était Révolution, le terme utilisé à l'époque. Moi, ça m'avait marqué. Tout le monde instrumentalisait ce terme. Et une fois élu, forcément, c'est République en marche. Et en marche, voilà, c'est plus Révolution. Là, je suis élu. Mais donc, une partie des gens ont vu l'aspiration au changement, à la démocratie, à la fin des clivages, au rajeunissement de la classe politique en Emmanuel Macron. Et cette aspiration démocratique, elle a continué. Donc, vous aviez la partie intellectuelle avant. 2018, les Gilets jaunes. Pourquoi j'en parle? Parce que des grosses manifs, en France, il y en a tout le temps, c'est normal. C'est le référendum, mais c'est le référendum de la rue. Il y a eu 9 référendums sous la 5e, et 5, c'était De Gaulle qui les a fait. Bon, il n'y a pas de mécanisme pour les citoyens pour participer, à part mettre un bout de papier dans une boîte tous les 5 ans. Donc le grand truc, c'est que les Gilets jaunes, comme d'autres manifs, voilà, c'était une contestation d'une mesure, mais il y a eu 2 grandes spécificités. L'ampleur du mouvement, et ça a duré jusqu'en 2020, et c'est le Covid qui a vraiment mis un coup d'arrêt aux Gilets jaunes, avec le fait que ça a brassé des gens issus d'horizons très très variés, et la bascule de revendications sur une mesure de taxe spécifique à des revendications démocratiques. Où vous aviez, on veut une révolution, on veut le référendum d'initiative citoyenne, on veut de la démocratie. Premier truc, ça vous parlera, même si ce n'est pas du tout les sujets dont on parle au niveau médiatique. On a un modèle économique qui est en péril. Alors, j'ai plein de graphiques sur ça, je ne vous les montre pas parce que sinon on prend 15 minutes de plus. Une balance commerciale qui est structurellement déficitaire, ça fait des années et des années qu'on a un déficit. La désindustrialisation, même si on parle de relocaliser, réindustrialiser, on tempère une tendance de fond qu'on a laissé faire pendant des années et des années, et maintenant, ce serait peut-être bien d'essayer d'inverser ce qu'on a fait pendant 20 ans. Bref. Un déclin du secteur agricole, ça c'est un point qui m'a surpris.
parce que c'est un de nos gros différenciateurs. On produit à manger. Les gens, ils peuvent avoir de l'armement, ils peuvent avoir des IA, ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas à manger, c'est compliqué. Sauf que partout en Europe, il y a une réduction des surfaces cultivées. Et sur plein d'aspects, on est toujours excédentaire, mais il y a un déclin alors, du nombre d'exploitants, de la balance commerciale agricole. On a une fuite des cerveaux. On a des expatriés, donc on perd une partie de notre classe active. La recherche, ça se dégrade. Le niveau d'éducation, vous regarderez les indices de QI, tout ça, c'est franchement compliqué. Il y a beaucoup d'ingérences étrangères. Vous avez un rapport du 1er juin 2023 qui vous montre toutes les ingérences étrangères en politique, sauf les Américains dont ils ne parlent pas, mais ça, vous avez à la tête de l'État quelqu'un qui a bien bossé pour eux. Je ne citerai qu'un seul nom, Alstom, par exemple. Après, on pourrait citer le Pfizer. Vous avez le site de la French American Foundation. Vous connaissez ou pas du tout? Alors, ils ont un site. C'est un groupe de rapprochement franco-américain qui forme chaque année des promotions de jeunes leaders prometteurs. Une promo en France, une promo aux États-Unis. Donc, vous avez un peu de tout, profil politique, économique, souvent un militaire ou deux, plus grade colonel, ce genre de choses. Macron, il était dans la promo 2002 et ils promeuvent les rapprochements franco-américains. Hollande était dedans, Sarkozy aussi, mais il s'est fait rayer des listes, si je ne me trompe pas. Donc, non, en termes d'ingérence, les Américains sont très bien implantés, et en France et en Europe, en termes de lobby, de tout ce que vous voulez. C'est nos pires ennemis, sans doute, mais c'est des gentils. Voilà, tous les trucs qu'ils font bien, mais c'est assez dramatique quand vous voyez les collusions qu'il y a entre des élites politiques avec des intérêts américains. Après, on fait, tiens, mais on perd notre souveraineté économique, on perd nos industries, mais ça, c'est quelque chose de critique, et non. Nos dirigeants, une partie, ne bossent pas ni dans l'intérêt des Français. Bon, ça peut se comprendre, pourquoi pas. C'est moche, mais ça peut. Même pas dans l'intérêt de l'État. Même ça, il n'y a plus. Donc voilà, vous avez le rapport ici, vous pourrez regarder la French American Foundation sur Internet. On voit les promos, ils font la liste et tout, c'est parfaitement transparent. On a un grand problème au niveau des finances publiques. Vous regardez, on fait partie des 3 pays qui bénéficiaient des fonds de plan de relance en 2021-2023 en Europe. Donc on est parmi les pays où ça craint le plus. La dette publique, alors déjà entre De Gaulle et Mitterrand, ça a explosé, mais c'était normal. Il y a eu plein de raisons qui l'expliquaient, et Mitterrand voulait faire un plan de relance, mais dans une économie qui était déjà un peu internationalisée. Donc ça a relancé l'économie européenne en grévant le déficit français. Mais depuis les années 80 jusqu'à nos jours, vous voyez, ce sont les administrations centrales qui font le plus de dettes. Les collectivités, c'est la partie violette en bas, parce qu'ils ont tout un tas de règles d'endettement beaucoup plus strictes que l'État central. Donc tout ce qu'on a dit sur les collectivités à dépenses trop, non, je crains que d'un point de vue de la réalité des choses, ce ne soit pas tout à fait ça. Donc on a ce problème-là. Hop. Et si on prend le niveau d'endettement global, donc on rajoute les entreprises et les ménages, on est un des pays les plus endettés ou le plus endetté de toute l'Europe. Sauf que la dette, c'est on emprunte pour rembourser plus après. Donc ça veut dire qu'il faut produire un surplus par rapport à ce qu'on emprunte pour rembourser la dette. Et là, c'est un pourcentage du PIB, ça? oui, c'est ça, 346%. Donc en gros, il faudrait qu'on prenne 3 fois ce qu'on produit en richesse annuellement pour rembourser toutes les dettes. Et comme chaque année on en rajoute, ça risque d'être un peu compliqué. Et si je passe sur les aspects un peu économiques, j'aimerais attirer votre attention sur des aspects plus alors sociétaux, peut-être moins objectifs, mais un genre de mal-être sociétal de fond, où il n'y a pas de vrai projet sociétal fédérateur. Là, vous voyez, entre 1993 et 2018, l'évolution des encours de crédit à la consommation. Donc, les gens ont besoin de consommer, peut-être pour compenser un vide. Là, c'est l'évolution du nombre de psychologues en France. Pareil, ils ont doublé. J'ai appris avec un copain suisse que c'était pareil en Suisse, notamment à Genève, où les gens étaient tout déprimés et qu'il y avait de plus en plus de psychologues. Et la question, c'est dans quoi les gens ont confiance. Donc démocratie et maire, en général, ça passe. UE moins, président moins, syndicat, député, médias, là, c'est le bas du... Mais c'est pareil ailleurs en Europe. Les partis politiques, pareil, ça fait partie des institutions dans lesquelles les gens ont le moins confiance. Vous avez l'abstention aux différentes élections qui augmente. Entre 1975 et 2020, ça progresse joyeusement, sauf les présidentielles qui se maintiennent à peu près.
Et là où c'est intéressant, alors ça c'est 2018, après je vous en montre une plus moderne, on demande aux gens en Europe, est-ce que vous pensez que la vie de vos enfants sera plus difficile que la vôtre à l'avenir? Et donc, plein de pays, Lituanie, Pologne, disent non, non, ça va, ils sont moins de 40%, moins de 30% à dire non, en fait, oui, ce sera plus dur. La plupart ont confiance dans l'avenir. En France, il y a plus de presque 70% de gens qui disent oui, la vie de nos enfants sera plus dure que la nôtre dans le futur. Il n'y a que la Belgique et le Luxembourg qui sont encore plus pessimistes que nous. Donc ça, c'est intéressant à voir. Et même s'il y avait les comparaisons entre l'Union européenne et la France, on voit le côté culture militaire de la crise, tout ça. Confiance dans l'armée et la police, on en a plus que le reste des pays européens. Dans l'administration aussi, au sens les fonctionnaires. Par contre, dans la justice, dans l'UE, dans le Parlement, le gouvernement, moins que les autres. Alors, ce n'est pas forcément significatif, mais ça montre quand même un petit quelque chose. On a besoin d'avoir des militaires, des gens sérieux, des De Gaulle, voilà. Alors que les politiciens, tout ça, ah non, c'est pas sérieux. Il nous faut des gens techniques. Ça traduit quelque chose. Et ça se met aussi au niveau international. Vous regardez, là, vous avez deux choses. L'indice de bonheur, donc c'est un ensemble d'indices sur des conditions matérielles d'existence, des conditions... Il y a plein de choses qui sont prises en compte, santé, éducation. L'Inde a un niveau presque... Oui, l'accès à l'eau, 2 fois inférieur à celui de la France. Et après, c'est leur confiance dans l'avenir. L'Inde est confiante dans l'avenir à 82%. Nous, il y a 28% de la population qui est confiante dans l'avenir, avec des niveaux matériels qui ne sont pas du tout les mêmes. Moi, j'en ai fini avec ces 3 ingrédients. La conclusion avec ça, alors, conclusion de cette partie, pour pouvoir vous libérer et discuter après. Qu'est-ce que j'appelle révolution? Déjà une instabilité institutionnelle, des violences et des troubles, dans des proportions plus ou moins fortes. Donc ça peut être ravager les centres-villes comme ça arrive de temps en temps. Ça ne sert à rien, mais ça se fait. C'est ça. De l'opportunisme partisan, avec des groupes qui vont profiter que ça chamboule un peu pour essayer de prendre du pouvoir, des avantages. Une escalade de changements, mais qui sont non maîtrisés. C'est un groupe fait avancer sa cause et un autre en profite, et donc ça fait une espèce de spirale où personne ne la maîtrise. Et ça peut prendre 2 formes. Soit c'est une piqûre des seins, c'est plein de petits changements, mais qui arrivent tous en même temps. Du coup, ça submerge le système. Ou soit c'est un effet boule de neige. C'est un petit truc, mais qui s'aggrave, et ça prend une proportion immense. La révolution de 89, c'était ça. La plupart des gens, ils n'étaient même pas contre le roi. C'est un ensemble d'alignements de planètes défavorables qui font que c'était très bizarre. Et à la fin, un moment ou un autre, il y a suffisamment de groupes qui se disent « Oula, stop, on risque de perdre nos avantages ou ce qu'on a réussi à obtenir, ce serait bien de bloquer le truc, de le stabiliser ». Et ils mettent en place un régime provisoire, c'est les acteurs avantagés du moment qui le font, et ils répondent aux urgences de l'instant présent, la guerre d'Algérie ou les guerres à l'étranger ou ceci ou cela. Et ça passera bien, hop, c'est bon, ça stabilise, mais ça n'a jamais été pensé par des gens éclairés pour se dire l'intérêt général. Donc voilà ce que j'appelle révolution. Un grand chambardement, on ne sait pas où ça va aller, ça risque d'apporter plus de moins bien que de bien. Et donc ma conclusion finale, si vous vous rappelez, on vit la fin d'un modèle de développement et de civilisation, ça conduit à une tiers-mondialisation de l'Europe, comme on a nos capacités matérielles d'existence qui se dégradent en France, ça va râler, ça risque de poser des soucis même au niveau étatique, parce que les finances publiques, c'est pas ça. Ah, j'ai pas bougé les flèches, tiens. Et l'enjeu à court terme, c'est d'accélérer l'émergence et la viabilisation d'une alternative, parce qu'il faut l'alternative, à un moment ou un autre, elle viendra, autant l'avoir maintenant avec le plus de capacité possible, que de faire avec ce qui restera après coup. Et au plan stratégique, il faut agir à plusieurs niveaux, je vous montrerai lesquels. Et la France pourrait être à l'initiative de cette transformation. Là, c'est ma nuance d'espoir, c'est ambitieux, mais si on change les choses en France, on peut avoir une influence sur le reste de l'Europe, surtout si on a un modèle qui envoie un peu du rêve. Si ça change au niveau de l'Europe, c'est quand même le plus gros marché économique au monde pour l'instant, 500 millions d'habitants, plus nombreux que les États-Unis. On peut avoir une influence sur le reste du monde. Donc, changer des choses en France, d'une manière ou d'une autre, plus la francophonie, plein d'autres choses, il pourrait y avoir comme ça un effet d'entraînement ou des pistes d'amorce de changement ailleurs dans le monde. Voilà un petit peu pour cet exposé. J'ai un peu débordé, je m'en excuse. En tout cas, merci pour votre attention. Merci. Oui.